Bon Charles, c'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Ça fait tellement longtemps qu'on te réclame sur Verisme TV que on se devait de faire ce feat de l'amour, comme on dit. Cette rencontre, voilà, c'est un grand plaisir de te recevoir ici. Et on va prendre le temps, comme on disait hors antenne, on va prendre le temps. Juste, on va être bien ensemble pendant un petit C'est moment. ce qui me convient. Prendre son temps, ça me parle. Tant mieux. Bon, en tout cas, un grand merci de nous accorder cette entrevue-là. Surtout qu'on va pouvoir parler aussi de tes actualités, je sais, qui sont Mmh. quand même assez débordantes. Je vais pas faire l'affront de te présenter parce que je pense que tout le monde te connaît, mais quand même. Quand on dit ça, généralement, on présente quand même les gens, donc c'est un petit peu nul, mais quand même. Tu arrivé à développer une chaîne YouTube avec 1 million d'abonnés en parlant de philosophie. Déjà, ça, Mmh. c'est chapeau bas. Avec des vidéos qui n'en étaient pas vraiment des Mmh. vidéos, mais c'était surtout des podcasts, en fait. C'était surtout de l'audio. Ça, je trouve ça extraordinaire. Ça redonne l'espoir dans, dans l'humanité Mmh. si on s'intéresse à justement à l'autonomie de la pensée, apprendre à penser par soi-même. Et justement, je voudrais qu'on commence par ça. Euh, c'est quoi l'importance pour toi d'apprendre justement l'histoire du savoir? C'est la première thème que j'aimerais aborder ici. Je suis passionné d'épistémologie et je sais que toi aussi, puisque tu as eu Jean-Pierre Oui. Petit en interview, tu as eu des personnes qui justement sont transdisciplinaires et par ton approche de présenter les grands auteurs de la philosophie, ben finalement tu présentes des parcours de vie et tu nous dis voilà comment on a su ce que l'on sait. Euh, comment, enfin je peux pas dire comment parce que tu le fais déjà, mais tu as dû su redonner goût justement à cette histoire du savoir. Bon là c'est le thème de la philosophie, mais ça pourrait être à la physique. Euh, pourquoi c'est si important que ça de s'intéresser à euh, comment on a su ce que l'on sait? Alors, avant de te répondre déjà, merci pour ton invitation, hein, parce que j'ai pas eu l'occasion de te remercier et merci à tous tes auditeurs de nous suivre et j'espère que notre entretien va les intéresser. Tu poses la question centrale. Hem, Pourquoi s'intéresser à la philosophie? Pourquoi s'intéresser à l'histoire de la pensée? Tu l'as posé dans ces termes et je pense que c'est la bonne manière de le poser. Je dirais que ce que je fais sur ma chaîne, à savoir, hem, présenter la pensée de ce qu'on appelle les grands philosophes, même si c'est une expression sur laquelle on pourra revenir. Présenter la pensée des philosophes à travers le temps, pour moi, c'est une manière de restituer indirectement mon propre cheminement de pensée. C'est-à-dire, bon, j'ai fait de la philosophie, j'ai commencé au lycée, un peu comme tout le monde en terminale et puis après, j'en ai fait mes études. Ça a duré quelques années et tu sais, quand on commence à s'intéresser à la philosophie, il arrive parfois qu'on tombe un petit peu dans ce syndrome de croire que ça y est, on a compris, que ça y est, on a trouvé le philosophe qui représente ce qu'on pense ou qui détient la vérité, hein, même si on se le dit pas comme ça, mais il y a une forme un peu d'absolutisation et de fétichisation de la pensée, parce que on rencontre un auteur dont le propos va faire écho à ce qu'on pense soi-même ou à ce qu'on vit, quelque chose qui va nous parler. On va se reconnaître dans un auteur. C'est pour ça que souvent on dit que tu sais qu'il y a des philosophes pour adolescents. C'est pas que ce sont des philosophes pour adolescents, c'est que l'adolescence est la période qui prédispose à être sensible à certaines philosophies. Par exemple, le stoïcisme, par exemple, Nietzsche ou même Schopenhauer, éventuellement. Souvent, on rencontre Schopenhauer, d'ailleurs, quand on traverse des turbulences conjugales ou des déceptions amoureuses. Hein, Vers c'est 30 le ans, c'est le oui, voilà, 30-25. vers 30 ans, c'est ça, quand on commence à avoir un petit bilan, conjugal. Enfin bref, donc il y a des philosophes qu'on rencontre durant notre parcours de vie et il faut être à ce moment-là de notre parcours de vie pour y être réceptif, ou même tout simplement pour que ça nous intéresse. Moi, très jeune, par exemple, j'étais pas du tout intéressé par la métaphysique. Alors, quand je dis que j'étais pas intéressé, les questionnements métaphysiques m'intéressaient, mais les auteurs de métaphysique m'intéressaient assez peu parce que je trouvais ça très abstrait, ça me parlait pas, ça ne m'intéressait pas. Et j'ai compris après coup que c'est parce que j'étais trop jeune et que quand j'étais plus jeune, je préférais les questionnements concrets. Alors concret en philosophie, ça peut toucher plein de choses, hein, ça peut toucher la philosophie morale, par exemple. Je me suis beaucoup intéressé à la philosophie morale parce que la morale, c'est concret, hein, c'est un petit peu ce qui définit notre comportement, nos interactions, notre éthique de vie. Ça peut être la philosophie politique, ça peut être la philosophie des sciences. Enfin bref, ce que j'essaye de faire à travers ma chaîne, c'est d'en donner pour toutes les étapes, pour tous les moments de vie, pour tous les cas et pour toutes les situations.
le pluralisme que ma chaîne incarne en termes de panel, de pensée, hein, c'est-à-dire que j'aborde des auteurs, totalement opposés les uns des autres, hein, parfois et d'ailleurs, je vais les présenter avec le même engagement, la même passion, la même verve, parce que je pense qu'il y a pas un auteur qui dit vrai et l'autre qui dit faux. Je pense que chaque auteur dit un moment du vrai, hein, je me présente souvent comme un hegelien, même si c'est toujours un peu plus compliqué, mais Hegel, c'est quelqu'un qui a théorisé, le principe de la dialectique et de l'évolution dialectique de la conscience. C'est-à-dire la conscience, elle se construit par rencontre et par interaction avec ce qui n'est pas elle. Et on a besoin, je pense en tout cas, pour élargir son champ de conscience, de rencontrer une pensée qui n'est pas la nôtre, mais qui va nous parler ou qui va nous faire réagir. C'est très important de je trouve que des fois, il vaut mieux rencontrer une pensée avec à laquelle on n'est pas d'accord, mais qui va nous faire réagir parce qu'elle va nous faire nous poser des questions. Elle va nous faire nous remettre en cause, plutôt que de ne fréquenter que des auteurs qui sont déjà d'accord avec nous. Et finalement de se retrouver à être dans une forme de récitation. C'est pas du tout ma manière de voir la philosophie. Certains me reprochent par exemple une forme de relativisme dans la manière de traiter les philosophes, parce que je vais pouvoir consacrer un épisode à Platon, un épisode à Spinoza, un épisode à Nietzsche ou Schopenhauer, mais je peux aussi consacrer un épisode à Eckhart Tolle sur le pouvoir du moment présent. Je peux consacrer un épisode à Noah Harari sur Sapiens. C'est pas que je les mets au même niveau, c'est que je pense qu'ils ont tous quelque chose d'important à nous dire. Et après, c'est le public qui décide ce qui l'intéresse. C'est pas à moi de décider à la place du public ce qui est intéressant. Alors oui, je suis un ancien enseignant en philosophie et le, le réflexe de l'enseignant, le réflexe du professeur, parce qu'il est l'incarnation du savoir, qu'il le veuille ou non, c'est un peu de décider, de trancher ce qui vaut la peine qu'on s'y intéresse et ce qui ne vaut pas la peine. Moi, j'essaye vraiment de me déshabiller de ce rôle de professeur qui parle à des élèves. Je ne parle pas à des élèves, je parle à des individus, je parle à des adultes ou à des adolescents, il y en a qui m'écoutent aussi, mais pas en me positionnant comme celui qui va leur dire voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux. Et donc je reboucle pour réellement et concrètement répondre à ta question. L'importance de connaître l'histoire du savoir, l'histoire des idées, c'est de se dire que les gens ont pensé avant nous et que ce narcissisme contemporain qui consiste à penser qu'on est plus intelligent que nos ancêtres, qu'on est plus évolué, qu'on a mieux compris les choses. Tu vois, moi, par exemple, j'ai horreur d'entendre des phrases comme oui bon Descartes s'est dépassé ou Spinoza s'est dépassé. Alors généralement Spinoza on considère qu'il est un peu moins dépassé que Descartes parce que ce qu'il dit est beaucoup plus compatible avec ce que dit la science aujourd'hui. Mais je veux dire, Platon qui a vécu il y a quand même 2500 ans, bah, je trouve que quand on lit Platon, il y a quasiment tout dedans. Il y a tout en pelote et ensuite, l'histoire de la pensée, c'est le déroulement de cette pelote. Il y a un commentateur qui s'appelle, Whitehead qui disait: «Toute l'histoire de la philosophie occidentale n'est qu'une longue suite de notes de bas de page à la philosophie de Platon». Bon, déjà, je trouve la formule très bonne parce que note de bas de page, ça veut dire à la fois que c'est déjà inclus, mais que ça n'empêche pas ensuite de redévelopper. Évidemment que Platon n'a pas tout dit, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de philosophe après lui. Mais tout était en germe. Tout était déjà là, à l'état d'œuf, quelque part. Et je suis assez d'accord avec ça. Et je pense qu'on devrait parfois être plus respectueux et plus humble envers ce qu'on dit et ce qu'ont pensé les anciens, parce que c'est ce qui nourrit notre pensée, c'est ce qui nourrit aussi notre acuité intellectuelle au présent. Hein, là, dernièrement, j'ai travaillé sur un épisode sur Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Donc Huxley n'est pas un philosophe, hein, c'est un écrivain, mais c'est un écrivain qui a une vision philosophique des choses. Le livre, je me suis rendu compte, a été écrit il y a presque un siècle. Le meilleur des mondes, c'est 1932. Mais ce qu'il nous dit dedans et ce qu'il nous fait comprendre, surtout de manière subtile, ça s'applique parfaitement à la situation d'aujourd'hui. Donc si on applique à la lettre le raisonnement selon lequel on sait mieux aujourd'hui qu'hier, on passe à côté d'auteurs comme Huxley, et encore Huxley c'est finalement très récent, hein, puisque un siècle c'est hier. Hein. Je trouve qu'on a tendance parfois à négliger les auteurs du passé, à avoir cette prétention de supériorité intellectuelle par rapport à eux, et je pense que c'est dommageable, parce que la pensée ne se construit non seulement que dans le rapport à l'autre, mais aussi dans le rapport à ce qui nous a précédés. Mmh. Magnifique.
Merci beaucoup. C'est ce qu'appelle Nassim Nicolas Taleb la néomanie. Je sais pas si tu connais Taleb, penseur actuel. Deux noms seulement. Ouais, ouais, je t'encourage vraiment à lire son triptyque qui s'appelle Incerto et surtout son livre qui s'appelle Antifragile, qui est sans doute son best-seller le plus connu, qui appelle ça la néomanie. Donc c'est vrai que c'est un peu le syndrome de l'objet brillant qui a attirance vers tout ce qui est nouveau. Et oui, le monde de la pensée et malheureusement, je pense que c'est entretenu vraiment. Tu as parlé d'un terrain tout à l'heure. Tu as dit il faut qu'on ait le savoir, c'est quelque chose, mais il faut qu'il y ait une prédisposition, c'est-à-dire chaque âge de la vie, c'est différent, etc. Et je pense que l'époque aussi fait le terrain et que c'est très difficile d'instaurer quelque chose qui est de l'ordre du savoir, de l'épistémologie, de l'étude du savoir et du regard en arrière euh, dans une époque moderne où on est sur Instagram et tout est notification, nouveautés, etc. C'est d'autant plus fort, mais encore une fois, ton succès, le succès de la chaîne Le Précepteur, prouve quand même qu'il y a une volonté de l'émancipation personnelle. C'est-à-dire que je pense que le développement personnel est un terme qui est assez mal choisi, mais la tendance de fond de essayer de devenir autonome par la pensée est, je trouve, très très pertinente. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au pluralisme, les trois grandes figures pour moi de l'histoire des sciences au XXe siècle qui ont posé les bases de la méthode scientifique, Karl Popper, Thomas Kuhn, et pour moi le plus grand c'est Paul Feyerabend contre la méthode. Et Paul Feyerabend disait bien everything goes, tout est important, tout va. Les découvertes scientifiques, c'est pas du tout quelqu'un qui reste dans son dogme et qui trouve la solution ultime après avoir mis une hypothèse. C'est quelqu'un qui rencontre de l'adversité, des gens qui lui mettent des bâtons dans les roues, quelqu'un qui, voilà, qui va vagabonder par l'esprit dans différents domaines et qui, comme ça, presque par sérendipité, trouve la solution. Everything goes, tout est important. Il ne faut pas croire qu'il y a que les gens qui vont vous aider qui vous font du bien. Donc il faut faire preuve de nuance. C'est ça que tu veux nous dire. Ouais, et Donner puis une pluralité. il y a aussi il y a aussi l'intuition qui joue énormément, aussi bien en sciences qu'en philosophie. Parce que l'intuition, c'est une notion, je trouve, qui est très mal comprise par ceux qui la critiquent. Je veux dire par là que, ceux qui critiquent l'intuition sont souvent des gens qui confondent l'intuition et l'impression. Hmm. L'impression, c'est quelque chose de vague, d'imprécis et souvent de trompeur. L'intuition, c'est quelque chose d'un peu plus profond que l'impression. D'ailleurs, dans l'histoire de la philosophie, et j'aime le rappeler parce que j'aime bien aussi, convoquer certaines autorités philosophiques, pour montrer que, ces gens-là n'étaient pas des idiots et pourtant ils accordaient beaucoup de valeur à l'intuition. Il y a une raison. C'est parce que pour eux, l'intuition, c'était ce qui venait après la raison. C'est-à-dire, en gros, si on schématise les étapes de l'apprentissage et les étapes de la connaissance, je schématise vraiment, on a la sensation ou la perception, puis on a la raison qui est déjà un dépassement de la sensation, hein, c'est, voilà, la perception nous dit que la Terre est plate, la raison nous prouve que ce n'est pas le cas. Et puis ensuite, il y a l'intuition et l'intuition, c'est quand la raison a été intériorisée au point d'agir de manière inconsciente. Et donc parfois, on a l'intuition de quelque chose, c'est-à-dire que inconsciemment ou infraconsciemment, hein, pour pas, créer d'ambiguïté sur le terme, on a compris quelque chose sans comprendre qu'on l'avait compris. Mais parce qu'on est, comme des antennes qui captent des informations et des micro-informations. Et ces micro-informations, on pourrait pas les localiser, les désigner, et on ne les perçoit même pas, consciemment, mais elles agissent et c'est ça qui nous fait voir les choses. Et l'intuition, c'est l'esprit qui voit. Mais ça arrive en science. J'allais dire tous les jours, j'en sais rien, mais en tout cas très fréquemment dans l'histoire, que le scientifique, à un moment donné, voit la réponse. Et quand je dis: «Il voit la réponse», c'est presque littéral. Tu sais, tu as des personnes qui sont, expertes en calcul mental, qui sont capables, de faire des opérations complexes de tête. Et en fait, quand tu lui dictes l'opération, il est pas en train de calculer pendant que tu lui dictes l'opération. Il attend que tu aies fini, il voit le résultat. Il y a un côté presque magique. C'est pas magique, c'est que à ce niveau de performance du cerveau et à ce niveau d'entraînement ou de pratique, peu importe, le résultat apparaît sans qu'on sache comment il est apparu. Bah, ça, c'est une modalité de l'intuition, une modalité très très poussée bien sûr, hein, de l'intuition et ça fonctionne en sciences. Moi, j'ai été,
frappé de découvrir à quel point de nombreux grands scientifiques de l'histoire étaient sensibles à la philosophie et à la poésie comme source d'inspiration. Comme Schrödinger. Ouais, parce que toutes les micro-informations que tu vas capter autour de toi, à un moment donné, par hasard, ça va converger avec ton objet de réflexion et ça va apporter une réponse. Moi, à chaque fois que je travaille sur un épisode ou quand je suis en train d'écrire pour un bouquin, par exemple, c'est comme si mon esprit était en état d'hypersensibilité et que tout ce qui se passait autour de moi, à un moment donné, j'allais capter les informations et ça allait venir nourrir la réflexion que je suis en train d'avoir pour mon épisode ou pour mon livre. Et ça m'arrive des fois de reprendre un chapitre d'un livre que j'écris ou un paragraphe d'un épisode que j'écris en y intégrant ce que je viens de vivre dans ma vie qui n'avait strictement rien à voir, mais qui à un moment donné illustre parfaitement l'idée dont je voulais parler. Mmh. Et c'est quand même incroyable. Et il y a Mmh. parfois ce petit geste de grâce, tu sais, dont on a l'impression presque qu'il vient du ciel et qui vient nous donner clé en main l'image ou la formulation ou l'illustration de ce qu'on cherche à dire. Mmh. Et j'en suis au stade où je me dis, mais à tout moment, il y a quelque chose que je veux entendre et ça va exactement illustrer ce que j'essaye d'expliquer. Il faut pas que j'oublie, il faut que je prenne note de ce que je viens de vivre et de ce que je viens d'entendre pour pouvoir l'intégrer dans mon épisode ou dans mon livre. Mmh. Magnifique. Beh, oui, on parle souvent de synchronicité, mais un peu trop rapidement, je pense. Je pense que c'est en train de nous décrire, c'est vraiment une prédisposition mentale de ne pas fermer le champ des possibles, en fait. C'est-à-dire que, comme Platon disait, être une glaise, être une argile qui est prête à recevoir l'empreinte. Et cette empreinte-là, elle va s'inscrire sur ce que tu es en train de développer maintenant. C'est-à-dire, par exemple, l'écriture d'un livre. Eh ben, un oiseau qui passe, une conversation avec quelqu'un, ça vient marcher sur cette glaise Mmh. et donner l'empreinte nécessaire. Et tu crois pas si bien dire parce que étymologiquement, information, c'est ce qui informe et ce qui informe, c'est ce qui donne une forme. Donc on informe la matière, tu vois? Le sculpteur, il informe la matière, c'est-à-dire il lui donne sa forme. De la même façon que les chaînes d'information, en nous informant, elles forment notre esprit, tu vois? Donc c'est une manière de faire un pont que je trouve intéressant entre, des considérations métaphysiques d'un côté et des considérations, éminemment pratiques et concrètes sur, la manipulation de l'opinion, aujourd'hui. Exactement. Ça, je peux que penser à un auteur qui nous est contemporain qui s'appelle Patrice Franceschi, qui est sans doute le plus grand descendant des stoïciens et il est toujours vivant, qui écrit l'éthique du samouraï moderne et qui lui parle de construire une cathédrale intérieure, une citadelle. Pense à construire ta citadelle intérieure. C'est-à-dire que ce qui rentre en termes d'idées et de croyances limitantes dans notre cerveau est important. Ouais. C'est pas anodin d'être biberonné au journal de 20 heures. C'est pas anodin. Donc, vous faites attention à ce que vous mangez. Vous voulez pas manger fast-food, eh ben, faites pareil au niveau de la pensée. Il y a de la pensée fast-food et il faut y faire attention. Ah beh, complètement, surtout que, bon moi je là-dessus, pour le coup, je suis très platonicien. Je garde cette, vision un peu dualiste des choses. Attention, quand je dis dualiste, ça veut pas dire que je mets une frontière entre les 2, au contraire. Mais j'aime bien voir les correspondances plutôt entre le corps et l'esprit, entre, entre la matière et la pensée. D'où le slogan de ma chaîne d'ailleurs: «Donner matière à penser», ça vient de là. C'est passer de Ouais. la matière à la pensée, d'où le «et eux» à la fin de «penser» qui est volontaire. Toujours est-il Mmh. que, de la même façon qu'on peut se nourrir à la junk food, eh bien, il y a l'équivalent pour l'esprit qui est d'adopter du prêt-à-penser, qui est d'adopter de la pensée slogan, qui est d'adopter, des phrases toutes faites. Alors moi, je suis un peu en guerre contre les grandes phrases toutes faites, heu, qui sous couvert d'intelligence et j'allais presque dire de distinction, sont en réalité, des platitudes, voire des préjugés. Tout Mmh. à l'heure, tu as employé une expression et tu vois, malgré moi, j'ai réagi intérieurement en t'entendant utiliser cette expression, que je fais mienne, hein, comme toi, mais je sais qu'elle est critiquée, c'est l'expression «penser par soi-même» et je suis absolument convaincu que parmi nos auditeurs, ils le diront en commentaire, certains ont tiqué sur cette expression parce qu'il est de bon ton, dans certaines catégories, tu vois, de la classe intellectuelle, de dénigrer l'idée qu'on puisse penser par soi-même. Pourquoi? Parce qu'on pense toujours à partir, des autres, de notre vécu, de ce qu'on a lu, de ce qui a été fait, de notre culture, de tout ce que tu veux. Donc on ne part jamais de rien. Oui, mais
C'est vrai. Mais sauf que penser par soi-même, ça a du sens, par opposition à celui qui se contente de réciter une pensée qui, pour des raisons qui sont tout sauf intellectuelles ou philosophiques, lui semble être la bonne pensée à adopter. Et il y a un phénomène qui s'appelle le mimétisme, qui s'applique à la sphère de la pensée, le mimétisme intellectuel, qui consiste à avoir la pensée de ses idoles. Et la pensée de ses idoles, c'est la pensée qu'on récite sans la remettre en cause. C'est la pensée qu'on récite et dont on va considérer que tout ce qui vient la contredire doit être combattu. Tu vois, on entre dans le sectarisme d'ailleurs quand on commence à penser de cette façon, ce qui d'ailleurs est le contraire de la pensée. Hein. Réciter, c'est le contraire de la pensée. Mais toujours est-il que penser par soi-même, ça a du sens, de la même façon que quelqu'un qui se fait à manger, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus autonome que quelqu'un qui se fait servir. Eh bien, c'est pareil pour la pensée. Alors, ça peut être confortable de se faire servir son repas, mais se faire servir sa pensée, c'est pas un avantage. C'est pas un avantage parce que c'est la pensée qui nous rend autonomes en réalité. Alors le corps nous rend autonomes, hein, bien sûr, on a la chance de pouvoir marcher sur nos 2 jambes, on a la chance, tu vois, d'être en bonne santé, donc ça nous rend déjà de fait un peu plus libres. Mais c'est quand même la pensée et la capacité, à remettre en question ce qu'on nous dit, qui fait de nous des êtres libres. C'est la capacité à ne pas, hem, accepter toutes les informations qu'on reçoit comme si c'était des évidences. Bah, c'est Huxley justement, hein, qui disait que la différence entre, la philosophie et la politique, c'est que la politique, c'est l'art de défendre des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord, alors que la philosophie, c'est l'art de remettre en cause les idées, même celles avec lesquelles on est d'accord. Et je suis parfaitement en Ouais, accord avec cette phrase. c'est génial. Remettre Ouais. en question. Et remettre en question ne veut pas dire considérer que tout se vaut, considérer qu'il faut absolument douter de tout pour le plaisir de douter de tout. Mmh. C'est pas être une girouette, le fait de se remettre en question. Mais c'est simplement envisager et accepter l'hypothèse que notre pensée va évoluer. Tout simplement. Mmh. Mais après, ça n'empêche pas de croire dans ce qu'on dit, de croire fermement, même avoir raison. Dire c'est pas un tort, c'est pas un vice et c'est pas un drame de penser avoir raison. La question, c'est jusqu'où on pense avoir raison, jusqu'à quel point. Est-ce qu'on est prêt, par exemple, à être dans le déni, à être dans la mauvaise foi, à être dans le mensonge pour protéger notre croyance qu'on prend pour une vérité parce qu'on veut que ça reste une vérité? Ou est-ce qu'à un moment donné, on accepte de la remettre en cause et de se dire: «Bon, bah, cette idée-là qui m'a accompagné, durant un moment de ma vie, je suis prêt à la remplacer par une autre idée que je trouve plus vraie, tout simplement plus vraie». Je peux qu'abonder dans ton sens. Moi, j'ai toujours dit que soigner le dogme, c'était sans doute ce qu'il y avait de plus, qui manquait le plus de pertinence. C'est-à-dire que pour connaître, je voulais te conclure sur ça, ce chapitre de pourquoi, d'où l'importance de l'épistémologie. Hem, Savoir ce que l'on sait. Si on veut critiquer un dogme, si on veut critiquer un cadre, il faut le connaître parfaitement. On peut pas se faire l'économie de la connaissance si on veut critiquer la Mmh, pensée, je sais pas moi, de quelqu'un, de mmh, Descartes, de Hegel, de n'importe qui. Mais qui a vraiment pris le temps de lire l'entièreté de l'œuvre de, je sais pas moi, de Kant, qui a pris voilà, le temps vraiment de poncer la physique quantique avant de parler de dualité contre corpuscule. Alors tout le monde, tu sors dehors, tout le monde te dit: «Ah, j'ai fait un saut quantique, là, c'était complètement dingue, j'ai pas vu le temps passer». Ils savent même pas ce que ça veut dire. Et encore même, j'aimerais bien qu'on aborde le sujet de notre rapport au temps. Heu, c'est vraiment l'un des chevaux de bataille d'Étienne Klein, qui est tout le temps en train de dire: «Bon, ben, on utilise des mots comme le temps, comme le vide, comme le néant, mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement?» mmh, Notre rapport au temps, comme tu as cité, tout à l'heure, le fait de penser contre, Bergson disait: «Penser contre son cerveau», c'est-à-dire aller un petit peu à l'encontre de son intuition, de ce qu'on perçoit directement du monde et sortir, think outside the box comme diraient les Américains, voir un petit peu le cadre de ma pensée. Et Bergson a beaucoup écrit sur le temps. Heu, il me semble actuellement, changer un petit peu de sujet, heu, qu'il y a, un rapport au temps, heu, très particulier, le temps qui passe, le temps qu'on perçoit, le temps purement, si tu veux l'aborder aussi, point de vue phénoménologique, et le temps comme disent un peu les philosophes quoi, mmh, et le temps porté par la science. mmh. Heu,
Donc c'est vrai qu'Étienne Klein en parle beaucoup, je recommande ses conférences là-dessus, mais il part de Saint-Augustin pour, passer par Bergson, et tant d'autres. Heu, Comment tu vois, enfin déjà, par rapport à ta connaissance de la philosophie, comment les philosophes ont traité le temps? Pas obligé de nous faire une conférence de 5 heures, mais si tu veux nous dire quelques points là-dessus qui pourraient être intéressants. Et comment toi tu considères, comme nos contemporains, comment tu considères leur rapport au temps finalement? Parce que c'est vraiment une question pour moi qui m'intéresse énormément. Ouais, bah, il y a déjà une première distinction que je ferais qui me paraît être saine pour penser, le temps, qui est de commencer en dissociant le temps subjectif du temps objectif avec tous les problèmes que comporte cette distinction déjà elle-même. Mais disons que, penser le temps par exemple, à l'échelle de la physique, c'est pas pareil que de penser le temps à l'échelle de sa propre vie. Et moi je commencerais par ça. Je commencerais par poser la question du temps dans notre rapport concret au monde et dans notre expérience de la vie. Moi, l'autre fois, j'ai mis au point une petite métaphore dont je ne suis pas peu fier, parce qu'elle permet d'illustrer assez concrètement et je trouve assez fidèlement, un certain aspect de notre rapport au temps. Parce que le temps, c'est difficile d'en parler, c'est pas quelque chose qui est palpable. C'est pas quelque chose qui est visible. Kant, d'ailleurs, est un des premiers à avoir montré que le temps et l'espace, il appelait ça les formes a priori de la sensibilité. Ça veut dire, ce n'est pas des choses qu'on pense, c'est ce qui structure ce qu'on pense. Ce qu'on pense s'inscrit déjà dans le temps. Et quand on pense le temps dans le temps. Donc c'est pas évident. Hem Et la métaphore ou plutôt l'image, la représentation spatiale du temps est assez efficace parce que justement, l'espace, on arrive à le visualiser. Donc c'est pas pour rien qu'on représente le temps souvent par une flèche. Alors qu'une flèche, c'est un objet spatial. Donc c'est le moins mauvais, c'est la moins mauvaise manière de penser le temps, la forme spatiale. Et donc l'image que j'avais, trouvée, c'est celle du tour de terrain. Et je disais le temps d'une vie, c'est le temps de faire 4 tours de terrain. Tu arrives dans la vie, donc naissance, enfance, adolescence, on va dire les 20 premières années, hein. On va couper une vie humaine en 4, moyenne, hein, et on va dire que le premier tour de terrain, c'est les 20 premières années de ta vie. Quand tu commences le premier tour de terrain, tu es frais. Tu es frais et tu es nouveau. Donc tout ce que tu parcours est nouveau et en tant que c'est nouveau, tu ne rencontres pas encore l'ennui, la fatigue, le sentiment, tu sais, quand on est désabusé, quand on a l'impression d'avoir déjà tout vu, que tout n'est qu'éternelle répétition, non, tout ça on l'a pas entre 0 et 20 ans. Ce qui veut dire que ce qui qualifie le mieux la première tranche de vie, c'est l'absence de considération du temps. Le temps n'existe pas pour ainsi dire. C'est l'enfant à qui on dit, ben, le Père Noël, il va passer, dans 3 mois. Mais le gamin, 3 mois, c'est une éternité pour lui. Surtout si on tient compte du fait que 3 mois en fraction de sa vie, pour lui, c'est beaucoup plus important que pour nous. Tu vois? Un enfant de 3 ans, et ben, 3 mois, c'est déjà un gros pourcentage, quoi, de sa vie. Mais, mais indépendamment de ça, l'enfant, ce qui le caractérise, c'est de ne pas penser au lendemain et encore moins, de penser à la mort. Parce que soit il sait pas ce que c'est, ou soit il le sait de façon tellement abstraite que c'est comme s'il ne le savait pas. Et quand tu es adolescent, tu as beau savoir que la vie a un terme et que le temps n'est pas infini, tu te le représentes pas vraiment, tu ne le vis pas vraiment. Surtout si tu es en bonne santé, comme le sont beaucoup d'adolescents, ils ne connaissent pas encore, la maladie et donc bah, pour eux, la vie est longue. Ils ont vraiment la vie devant eux, mais à perte d'horizon. Donc ça, c'est le premier tour de terrain. À partir de 20 ans, de 20 à 40, tu entames ton deuxième tour. Entre 20 et 40, c'est le moment où tu commences à avoir de l'expérience, mais physiquement, ça va. Tu es encore jeune. Et donc, bon, même si la fatigue, commence à poindre, elle ne te ralentit pas, c'est limite le moment où tu sais, comme quand on dit, au bout d'un tour de terrain: «On est chaud». On est chaud, ça veut dire: «Bon, bah, ça y est, là,
on peut attaquer la vitesse de croisière. Mais la fatigue commence à s'installer. Et c'est quoi la fatigue dans notre vie? Bah, c'est les accidents de la vie, les déceptions, les échecs, les erreurs, les drames qu'on commence à vivre. Gentiment, mais ça commence, entre 20 et 40. Entre 40 et 60, on est sur le troisième tour de terrain. Et là, on commence à réduire la cadence. On commence à réduire la cadence parce que c'est bon. On a compris que il allait falloir tenir. Et donc, quand tu commences à t'économiser, ce qui est le début de la sagesse en réalité. La sagesse, c'est le moment à partir duquel on commence à s'économiser. Hein. C'est la phrase si les jeunes savaient, si les vieux pouvaient. Bah, entre les deux, il y a un juste équilibre entre savoir et pouvoir. C'est l'économisation de ses moyens. Ne pas investir trop d'énergie dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Tu vois. Ça veut dire aussi prendre moins de risques. Tu vas pas prendre le risque de faire des choses dangereuses parce que tu sais que le risque existe. Donc la prudence. Tout ça, c'est lié à la sagesse aussi. Mais ça nécessite du temps, parce que ça nécessite de l'expérience d'en arriver à ce stade-là. On arrive à 60 ans, quatrième tour de terrain, c'est le tour d'honneur. C'est le tour que tu peux te permettre de faire en marchant. C'est le tour qui fait que tu te rends compte qu'en fait, tu n'avais pas vraiment regardé autour de toi. Tu n'avais pas vraiment profité, parce que tu étais occupé à courir. Tu étais occupé à atteindre des objectifs. Entre 60 et 80, c'est le moment où tu peux t'offrir le luxe de ne plus avoir d'objectif, mais de simplement être dans le présent. Autrement dit, là est le paradoxe que plus le temps avance et plus on se rapproche du présent. Parce que plus on est en capacité de comprendre que le temps, on ne lui court pas après, c'est lui qui nous court après, d'une certaine façon. Attention, je dis ça, il existe l'attitude opposée, c'est-à-dire de rentrer dans ta dernière tranche de vie avec un sac à dos rempli d'aigreur, d'amertume et de regrets. Le regret, c'est ce qu'il y a de pire, parce que le regret est lié au temps parce que ce sont les erreurs que le temps ne te permettra jamais de corriger. C'est trop tard, le regret. Alors oui, des fois, tu peux, par exemple, je sais pas moi, pardonner ou demander pardon à quelqu'un à qui tu as fait du mal. Ça ne réparera pas, mais ça permettra d'enlever un peu de malheur dans ce monde et un poids de ton sac à dos personnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux arriver dans la fin de ta vie avec beaucoup de regrets et le regret, c'est le poids du temps qui pèse sur tes épaules. C'est tout ce que tu as fait et surtout tout ce que tu n'as pas fait et que tu ne pourras jamais faire. Et donc, c'est là que le temps nous apparaît dans sa crudité, voire sa cruauté la plus brutale. C'est de se dire que le temps ne va que dans un seul sens et que tu ne reviens pas en arrière. Ça, tu peux le constater déjà à partir de 30 ans, 35 ans, 40 ans. C'est-à-dire, ça passe vite. Une vie, c'est court. Une vie humaine, c'est court. Ça, tu ne te le dis qu'à partir du troisième tour de terrain. Tu ne te le dis pas entre 0 et 20 ans. Tu peux te le dire entre 0 et 20 ans, mais c'est déjà triste si tu te le dis déjà. C'est extrêmement court une vie et c'est là que tu te rends compte que il y a pas le temps d'avoir des regrets, il y a pas le temps d'hésiter, il y a pas le temps d'avoir peur. Voilà, c'est dans ces moments-là aussi où il faut reprendre son temps en main et ne pas le laisser filer, hein. Tout ce que je dis ça paraît facile à dire, hein, mais c'est pas parce que c'est facile à dire qu'il faut pas le dire. Et évidemment que c'est jamais aussi simple que ça dans l'existence concrète. Mais pour ma part en tout cas, et là je reviens à quelque chose de très personnel, j'ai pris conscience du temps qui passe à peu près à l'âge de 35 ans. Parce que 35 ans, je sais pas si tu as remarqué, mais mathématiquement, c'est un petit peu vicieux. 35 ans, c'est le moment où tu es plus proche des 40 que des 30, tu vois? Avec tout ce que notre imaginaire occidental contemporain associe à l'âge de 40 ans, c'est-à-dire la moitié de la vie. Et puis l'âge de la crise de la quarantaine. Mmh. La crise de la quarantaine, bon, alors aujourd'hui, c'est plus pareil qu'il y a 30 ans, hein, à 40 ans, tu as des hommes ou des femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'en veulent pas ou qui n'en ont pas encore, hein, qui peuvent avoir un mode de vie encore un peu adolescent ou adolescent, enfin bref. Avant 40 ans, tu avais souvent 2 ou 3 enfants et tu commençais à te dire: «Oh là là, ma vie est déjà terminée et j'en ai rien fait, quoi». Aujourd'hui, on n'en est plus vraiment là. Mais c'est vrai que 40 ans, symboliquement, c'est la moitié du segment. Et c'est le moment où l'angoisse du temps qui passe peut nous guetter. Mmh. Et c'est là où je trouve que ce que disait Heidegger, et je vais pas du tout faire un cours soporifique sur Heidegger, mais je dois quand même lui reconnaître ça.
quand il pose l'angoisse du temps comme une donnée structurante de l'existence humaine, eh ben, c'est vrai qu'à partir de 35 ans, tu comprends un peu mieux ce qu'il veut dire. Parce que c'est vrai que jusque-là, le temps n'est qu'une donnée abstraite. Le temps, c'est, dans combien de temps je suis en vacances, dans combien de temps, je passe, dans la classe supérieure, bon. Mais à partir de 35 ans, le temps, ça devient précieux, ça devient important, ça devient une donnée vive et donc on l'envisage un peu différemment. Voilà. Maintenant, donc ça, c'est pour tout ce qui est la question du temps subjectif. Alors le temps subjectif, ça nous ramène à Bergson, la différence entre le temps et la durée. Donc pour simplifier, Bergson disait que le temps tel qu'on le ressent, tel qu'on l'éprouve, c'est-à-dire la sensation que le film devant lequel tu t'ennuies dure 2 heures, c'est pas du temps, c'est de la durée. Le temps, c'est combien de temps ça dure objectivement pour tout le monde. La durée, c'est toi, combien de temps ça te semble durer. Et ce qu'explique Bergson, c'est qu'en réalité, c'est le seul temps que nous vivons concrètement, la durée, et non pas le temps des physiciens. Ce qu'il appelle le temps des physiciens, c'est-à-dire ce temps calendaire, le temps qui te dit à la montre: «Voilà quelle heure il est». Mais dans notre vie quotidienne, on n'expérimente jamais le temps objectif. On expérimente toujours le temps chargé de de ce vécu et de cette émotion qui va avec. Si je te dis, par exemple, il te reste 1 semaine à vivre, ça va te paraître extrêmement court. Mais si je te dis dans 1 semaine, tu vas retrouver la personne que tu aimes, ça va te paraître extrêmement long. Donc, c'est ce temps-là qu'on vit. Et là-dessus, je donne raison à Bergson. Sans compter d'ailleurs que sur le temps au sens scientifique et physique du terme, j'aurais pas les compétences d'Étienne Klein, par exemple, pour en parler. C'est-à-dire la question de la relativité du temps, l'indissociabilité, de l'espace-temps. Ah, je suis pas assez compétent pour pouvoir en parler, hein. Mmh. Heu, Savoir si le temps s'écoule différemment à quelques années-lumière de chez nous, par exemple. J'ai entendu dire que c'était ça, mais je suis pas sûr de vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de cet énoncé. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. C'était, magnifique et je retiens vraiment la donnée structurante d'Heidegger, qui fait directement lien avec, justement le fait, si on peut rebondir sur le transhumanisme, mais c'est rigolo ce que tu dis parce que alors si on part de ce principe-là, si on est tous un petit peu pareils, il devrait pas y avoir de transhumanistes qui ont plus de 35 ans, des gens qui veulent tuer la mort, qui ont plus de 35 ans. Si on se rend compte de l'importance du temps qui passe et justement que le fait, notre nature, notre finitude donne la saveur, donne la substance même à la vie. Si c'est une donnée structurante, c'est parce que ça a une fin que 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 ce qu'on est en train de vivre est important. Donc il faut se dépêcher de vivre, comme disait Franceschi. Mmh. Et si tu veux un super vulgarisateur, enfin un vulgarisateur, c'est vite dit quand même, mais quelqu'un quand même, Ilya Prigogine a été prix Nobel en 1977 pour les structures dissipatives en physique, et il a proposé un modèle qui justement fait la jonction entre la fameuse jonction entre la physique quantique et la physique newtonienne, plutôt einsteinienne, entre le macro et le micro. Et je trouve qu'il vulgarise des choses qui, pour nous, sont, voilà, comme tu dis, on n'est pas Étienne Klein, nous rendent accessibles certaines savoirs et qui donnent justement matière à penser. Ils nous permettent justement de nous faire notre propre idée sur. Mais depuis 120 ans, là, la révolution de la physique quantique, c'est quoi en fait cette révolution? C'est quoi le changement de paradigme? Parce que visiblement, changement de paradigme au niveau de la relativité générale et restreinte, au niveau de la gestion du temps et de comment on en parle, ça n'a pas eu lieu. On parle toujours du temps de la même manière, alors que quand même Einstein a posé des bases qui sont nouvelles. Et la physique quantique, pareil, c'est-à-dire on parle de la matière, on parle du monde, on parle de ce qui est palpable d'une certaine manière, et on n'a pas intégré cette révolution-là. Jean Stone disait que ce genre de changement de paradigme mettait plus de 100 ans à arriver chez Monsieur et Madame Tout le Monde. Bon, bah ça fait 120 ans. Alors comment ça se fait? Mais bref, euh, super. Merci beaucoup pour tout ça et pour cette question du temps qui était pour moi essentielle. T'as soulevé plusieurs points. Euh, je sais pas par quoi commencer parce qu'il y a vraiment Alors, plusieurs sujets que je voulais si aborder. je peux Oui, oui, t'influencer, vas-y, bien sûr. je Sois pense que l'influenceur. pourrait être intéressant de reboucler sur le transhumanisme par Oui, rapport justement à cette lutte contre le temps qui en réalité est une lutte contre la mort. oui. Et c'est ça que j'ai pas précisé explicitement
dans tout mon petit développement, à savoir le fait que la conscience du temps apparaît en même temps que la conscience de la mort, parce que la mort, c'est ce qui physiquement met un terme au temps, en tout cas à notre temps, hein, parce que on reste des individus et que donc même si la vie est importante, ce qui nous importe au premier chef, c'est notre vie et donc de savoir qu'elle va s'interrompre, c'est brutal. La conscience de la mort, c'est quelque chose de brutal, c'est quelque chose qui, lorsqu'on l'éprouve dans sa chair, est une expérience traumatisante. Et du coup, dans le transhumanisme entendu au sens de lutte contre la mort, c'est-à-dire la recherche d'immortalité, moi je trouve qu'il y a quelque chose de passionnant sur ce que ça dit de notre peur de la mort. Mmh. À savoir que, hem, avant que cette, possibilité de tuer la mort, comme on dit, avant que cette possibilité d'allonger la vie considérablement n'existe, la mort était une fatalité avec laquelle il fallait s'accommoder. Et donc, comment est-ce qu'on s'accommode avec ça? Soit par ce que Pascal appelait le divertissement, c'est-à-dire on fait tout pour oublier qu'on va mourir. Et le divertissement, c'est très, très large, hein, c'est pas juste le jeu. Le divertissement, c'est tout ce qui divertit au sens de diverger, de distraire l'esprit. Mais ça peut être par le travail, ça peut être par la drogue, ça peut être par l'amour, par l'art, par tout ce qui va suspendre le temps, nous faire oublier le temps qui passe. Donc c'est une forme de fuite. Et Heidegger d'ailleurs parle de ça, de toutes les stratégies existentielles que l'être humain met en place pour oublier qu'il va mourir. Parce que c'est vital d'oublier qu'on va mourir. Savoir qu'on va mourir, c'est déjà être en train de mourir. Donc, heu, donc c'est dramatique en réalité. Épicure, lui, disait, il avait un raisonnement beaucoup plus mathématique, hein, c'était presque un théorème. La mort n'est rien, parce que quand tu es vivant, la mort n'est pas là, et quand tu meurs, tu n'es plus là pour la vivre. Donc, tu ne la rencontreras jamais. C'est plus formel, hein, mais ça peut fonctionner aussi. Mais alors par contre, l'idée qu'on puisse, vaincre la mort parce qu'on en a les moyens technologiques et de se dire que ça devient une fin en soi, c'est passionnant. Parce qu'autrefois, on essayait de remplir une vie limitée par, une substance de vie, une substance existentielle, par une en fait, on avait une approche qualitative de notre vie. Une vie réussie, c'était une vie dans laquelle on avait fait des choses, incroyables, hors normes ou qui nous avaient rendus heureux. Et là, ça devient une recherche quantitative. C'est-à-dire que allonger sa vie devient une finalité en soi, indépendamment de ce qu'on met dedans, quelque part, hein, indépendamment de ce qu'on vit. Et moi, je me mets à la place d'un transhumaniste qui aurait, trouvé la formule chimique de la mortalité et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il en ferait? Est-ce qu'il resterait enfermé chez lui de peur de mourir accidentellement?» parce que amortel ne veut pas dire immortel, tu peux continuer à mourir accidentellement, te faire renverser. Mais du coup, si toute ta vie consiste à lutter contre la mort, à quel moment tu vas prendre des risques? Est-ce que finalement, sortir de chez soi pour aller, acheter son journal ou peu importe, c'est pas déjà un risque inconsidéré, hein? Et nous, aujourd'hui, on considère comme des risques inconsidérés des choses qui n'étaient pas, particulièrement, dangereuses du point de vue de nos ancêtres, plus ou moins lointains. Tu vois? Partir à la chasse, par exemple, pour se nourrir, bon, bah, aujourd'hui, on considère que c'est dangereux. On laisse faire ça à ceux qui savent et nous, on se contente d'acheter notre barquette de viande chez le boucher ou au supermarché. Donc, on a quand même perdu, comme disait Rousseau, le progrès matériel s'est accompagné d'une dépravation morale, c'est-à-dire on a perdu en vigueur, on a perdu en résistance, en capacité de résistance. Mais, mais alors qu'est-ce que ça doit être pour quelqu'un d'amortel? Tout doit représenter un risque potentiel, sur sa vie. Même rester chez soi. Je veux dire, chez soi, on peut s'électrocuter, on peut faire une chute, quelqu'un peut venir chez nous et nous tuer. Et donc j'ai l'impression qu'on remplace une angoisse par une autre. C'est-à-dire que l'angoisse de la mort, qui existe chez la plupart des mortels, elle est, neutralisée par le fait de pouvoir vivre indéfiniment, mais ce pouvoir vivre indéfiniment n'est lui-même pas suffisant pour apaiser notre angoisse. Au contraire, il l'amplifie même, cette angoisse. Et je trouve ça ironique que quelque chose qu'on essaye de faire pour tuer une angoisse soit finalement le meilleur moyen de raviver cette angoisse.
À tel point que je me demande si ce qui fait l'essence de l'être humain, ce n'est pas la mort, mais l'angoisse. Mmh. Et que si l'angoisse n'est plus l'angoisse de la mort, elle deviendra l'angoisse d'autre chose. Tu vois? L'angoisse de l'accident ou l'angoisse d'être oublié, par exemple. Parce que parce que on peut mourir physiquement, mais rester vivant dans les esprits. Mais l'oubli, c'est peut-être ce qu'il y a de pire. Je C'est pense. une seconde mort. Mmh. Quand il ne reste vraiment plus rien de toi, au point qu'on ne se souvient plus de toi. Tu vois? Mmh. On peut toujours reculer l'horizon de l'angoisse existentielle. Alors je ne sais pas, ce que tu en penses, je ne sais pas ce que les auditeurs pensent de ce projet transhumaniste de recherche d'immortalité, mais en tout cas voilà ce que ça m'évoque. Ouais, magnifique. Ouais, tuer la mort, c'était l'expression, si je me trompe pas, du patron de Google quand ils avaient lancé un certain projet, justement transhumaniste. Oui, l'homme, de toute façon, trouve toujours ce qu'il cherche à fuir. Alors, j'imagine quelqu'un qui est immortel, euh, en tout cas qui peut pas connaître la mort de vieillesse, finirait par connaître un accident, parce qu'il serait tellement angoissé de pas le trouver qu'il le trouverait. Euh, mais ouais, je pense en effet que le rapport au temps, comme on l'a décrit précédemment, euh, en tout cas, le fait qu'on se soit écarté d'une vie qualitative pour une vie quantitative, nous pousse véritablement à, à un certain moment de la vie, sans doute, comme tu l'as dit tout à l'heure, 35, 40 ans, à être face à un problème existentiel de notre nature, et c'est la finitude. Mmh. Comment marier notre besoin de transcendance Mmh mh. et notre finitude. Euh, Moi, il me semble, je sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai des enfants, je pense que pour moi, le problème, il est réglé, quoi. Mmh C'est-à-dire, mh. j'ai l'impression que le job était fait. Mmh. Le jour où j'ai tenu mon fils dans les bras, j'ai dit, c'est bon, le job est fait. Besoin de transcendance, il est comblé. Et à ce moment-là, il s'est désinstallé un logiciel en moi, qui, je sais pas qui c'est qui l'avait installé, hein, je sais pas si c'est Parménide ou un autre, mais en tout cas, notre héritage peut-être était là, je sais pas. Ou en tout cas, c'est notre société moderne qui l'avait installé. Mais comment marier, c'est peut-être la question que j'ai envie de te poser, ce besoin de transcendance, de laisser une trace. Je sais que tu es en train d'écrire un livre, à l'heure où on parle, il est pas encore là, mais voilà, il sera bientôt là. Mais tu as déjà fait une bande dessinée, en fait, tu as déjà fait plusieurs ouvrages. Mais voilà, il y a ce besoin de transcender sa propre condition de mortel et une angoisse existentielle, qui est celle que ça va se terminer un jour. Bah, tu là encore, tu mets le doigt sur le cœur du problème. C'est-à-dire le besoin d'exister au-delà de la mort. Hem, Quand je fais un livre ou quand je fais un épisode pour ma chaîne YouTube, c'est pas juste, du plaisir, c'est aussi un moyen plus ou moins conscient. Je dis plus ou moins conscient parce que je me le dis pas quand je le fais, mais je ne suis pas dupe. C'est Mmh. aussi un moyen d'exister quand je ne serai plus là, de laisser quelque chose. Donc c'est cette idée de ce que la formule que tu as employée, hein, de transcender sa propre finitude. Laisser quelque chose derrière soi, hein. Hem, c'est vrai que les grands personnages de l'histoire, ne sont plus là, mais ils existent quand même, dans les livres, dans les discours, dans les pensées, dans les monuments aux morts, dans tout ce qu'on veut, hein. Ils existent encore quelque part. C'est presque comme si, pour eux, la mort était moins grave que pour nous autres, le commun des mortels, hein. Hem, donc il y a toute cette dimension de l'œuvre, c'est ce qui restera après notre mort, plus ou moins, hein, parce qu'aucune œuvre n'est éternelle. Mais en tout cas, ça peut nous donner le sentiment que ça compense. Que ça compense le fait qu'un jour on va mourir. Un jour, nous allons vivre notre fin du monde personnelle, hein, parce que la fin du monde est toujours moins tragique quand on la vit tous en même temps. C'est Moi, sûr. pendant un moment, je faisais des je fais souvent des rêves un petit peu étranges, hem, comme si je recevais des messages métaphysiques, à travers des situations rêvées. Et ça m'est arrivé de rêver à une fin du monde collective, c'est-à-dire on savait que ça allait arriver, puis tout le monde était dehors et il y avait un climat indéfinissable qui n'était pas un climat de joie, mais qui n'était pas non plus un climat de panique et de détresse. C'était on attend et en attendant, essayons de nous aimer les uns les autres puisque de toute façon on va tous mourir donc qu'est-ce qu'on a à gagner à ne pas s'aimer? Ça aplanit tout. C'est vraiment tout le monde au même niveau. Complètement.
Bah, tu peux plus en vouloir à ton voisin, tu sais qu'il va Mmh. mourir. Donc Ça. quelque Il veut part, plus rien lui faire. ça désamorce tout ressentiment, hein, d'une certaine manière. Ouais. Mmh mh. Mais sauf que la mort, telle qu'on en parle depuis tout à l'heure, c'est la mort individuelle, c'est la mort, telle qu'on va y être confronté soi-même. D'ailleurs, je ne minimise pas la dimension narcissique de notre angoisse de la mort. J'entends par là que ça ne m'étonnerait pas qu'il y a un siècle, 2 siècles ou plus, que la mort, heu, ait pu être quelque chose de plus acceptable parce que le confort individuel n'était pas aussi développé qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que dans des sociétés capitalistes, post-industrielles, remplies de services à la disposition du confort de l'individu, eh ben, notre existence matérielle, on y est attaché quand même. C'est important et qu'on n'a pas je pense qu'on n'a pas la même capacité d'abnégation et la même capacité, tu sais, à dire: «Allez, c'est bon, j'ai fait mon temps, vous prenez le relais, essayez de faire ça bien, que je puisse partir, la conscience tranquille». Tu vois, ce détachement très stoïcien, très épicurien aussi, de se dire: «Bon, ben, voilà, heu, merci la vie, au revoir la vie». Donc je pense qu'il y a cette dimension-là qui joue beaucoup. D'ailleurs, ça se vérifie un peu, même si j'aime pas trop aborder ce sujet-là, mais quand même, faut le dire. Il y a des personnes qui sont prêtes à mourir pour leur cause. Il y a des personnes qui sont prêtes à se faire exploser pour leur cause. Je suis pas en train, évidemment, de justifier. Je suis simplement en train de dire qu'il y a des personnes qui arrivent à le faire, là où pour nous, ça paraît fou, Ouais. hein. Et tu sais, c'est Montaigne qui disait que, hem, ce qui nous paraissait fou, ce qui nous paraissait barbare, c'est le mot qu'il employait, c'est ce qu'on n'arrivait pas à comprendre. Parce qu'on n'a pas le même contexte culturel et donc on n'a pas la mentalité qui va avec. Mais ça existe, donc force est de constater que pour certaines personnes, ça a du sens et que donc pour certaines personnes, la mort individuelle n'est pas aussi grave qu'elle ne l'est pour nous. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Maintenant, avoir un enfant, je pense, comme toi, que, ça apporte, une partie de la solution. Une partie de la solution seulement, parce qu'on peut très bien être angoissé par la mort en ayant des enfants, comme on peut ne pas l'être en n'en ayant pas. Mais je suis assez d'accord quand Schopenhauer dit que avoir un enfant, eh bien, c'est se prolonger soi-même au-delà de soi. C'est-à-dire que c'est comme si tu transférais ta vie dans un être plus jeune que toi, ce qui veut dire que par définition, s'il n'y a pas d'anomalie, de la part de la vie, et la vie est faite d'anomalies aussi malheureusement, cet enfant devrait vivre plus longtemps que toi. Il devrait vivre après toi, hein. Perdre un enfant, c'est sans doute ce qu'il y a de pire au monde et c'est d'autant plus difficile que c'est presque pas normal, dans le sens où cet être était destiné à vivre plus tard que nous. En tout cas, on se propage hors de soi dans un être qui n'est pas nous, mais qui nous contient et on se dit que cet être va avoir sa vie et en ayant sa vie, quelque part, il perpétue la nôtre, hein. Et je comprends Schopenhauer quand il dit que c'est ça la seule, le seul but de l'existence, de se perpétuer. Parce que si on se demande, pourquoi on est là, on trouvera jamais la réponse. Il y a quelque chose de fondamentalement absurde dans l'existence, à moins d'être croyant et de se dire que tout ça a du sens et qu'après il y a la vie éternelle. Bon, si on n'est pas croyant, on va dire: «OK, la vie éternelle, c'est encore pire parce que ça finit jamais». D'ailleurs, ça me permet de boucler sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un passage d'un mythe, j'ai oublié quel mythe, je sais plus si c'est un mythe grec ou un mythe mésopotamien, qui explique que les dieux sont jaloux de la mortalité des hommes. Oui, c'est vrai. Et ça, j'en ai parlé, je crois, dans mon épisode sur l'épopée de Gilgamesh, Mmh mh. parce que, Gilgamesh, c'est le roi légendaire ou semi-légendaire qui cherche l'immortalité et il échoue. Il échoue, mais il finit par accepter et il est dit à ce moment-là que voilà les dieux sont jaloux de sa mortalité parce que la mortalité, c'est ce qui te pousse à accomplir des exploits. On en revient aussi à ce qu'on disait sur laisser quelque chose, créer une œuvre. Les dieux, en tant qu'ils sont immortels, ben, ils n'ont aucune raison de vouloir rester dans les mémoires. Ils sont immortels déjà.
C'est parce que tu n'es pas immortel que tu cherches à rester dans les mémoires, donc à accomplir des exploits. L'héroïsme, par définition, est une propriété des hommes et non pas une propriété des dieux. Donc les dieux sont jaloux de l'héroïsme des hommes. Mais avoir des enfants, bah, c'est déjà être un héros dans sa vie personnelle, hein, parce que on est le héros de son enfant et puis, bah, il faut quand même avoir une sacrée dose de courage et de bravoure des fois pour affronter, bah, tout ce que comporte le fait d'avoir des enfants. C'est pas facile et c'est vrai que c'est un soulagement existentiel. Mais peut-être pas pour encore une fois, pas pour tout le monde, pas, avec la même intensité, on peut avoir des enfants et malgré tout ne pas trouver un sens à la vie, à la sienne, à la vie en général et ça ne résout pas tout et c'est parfois aussi pas, c'est pas immédiat des fois. La consolation, du fait d'avoir des enfants qui vont nous succéder, ça peut être aussi quelque chose qui vient bien après le fait qu'ils soient nés. Mmh. Donc pendant un temps, plus ou moins long, on peut toujours ne pas comprendre, hein, à quoi ça sert. Le fameux «à quoi bon?» que j'ai, utilisé pour illustrer, mon épisode sur Camus et l'absurde. Parce que c'est la question: «À quoi bon?» Et c'est vrai que cette question, elle n'a pas de réponse. Pourquoi vivre si c'est pour mourir? Pourquoi faire des choses si c'est pour qu'elles disparaissent? Et c'est là où la transmission, j'ai fait un épisode qui va sortir sur ma chaîne très prochainement sur la philosophie de Yellowstone. Est-ce que tu connais cette série? Pas du tout. Pas du tout. C'est une série, avec Kevin Costner qui raconte, l'épopée d'une famille, américaine, une famille de rancheurs. Donc, ils sont implantés dans le Montana depuis, le 19e siècle, donc 1883, ça commence là et donc, tout l'enjeu de cette famille, les Dutton, c'est la conservation et la conservation, c'est à la fois la conservation territoriale, mais c'est aussi la conservation morale, c'est-à-dire conserver leurs valeurs et c'est aussi la conservation de l'histoire de la famille et cette conservation, elle passe par la transmission. Tu transmets aux générations suivantes et du coup, à un moment donné, le héros, joué par, Kevin Costner, se rend compte que l'un de ses fils est mort, le deuxième a été renié de la famille, il est parti. La fille, ne peut pas avoir d'enfant. Il ne reste qu'un fils qui a Et bon. lui-même un fils, tout repose sur lui et ce tout repose sur lui, tu sens dans le personnage principal que ça a du sens et que c'est ça où je préfère mourir maintenant. Parce que je ne veux Mmh. pas voir de mon vivant tout ce qui a été fait disparaître. Donc la transmission, c'est le moment où tu sais que la perpétuation est possible, mais des fois elle ne tient qu'à un seul maillon et c'est fragile, c'est instable, la transmission. Donc c'est pour ça que, avoir des enfants qui vont perpétuer, notre être génétique, on va le dire ça comme ça, et l'histoire de notre famille, à travers les générations, c'est une chose. Mais peut-être ne pas tout miser là-dessus. Mmh. Peut-être ne pas tout miser là-dessus et aussi essayer d'aller vers une forme d'acceptation plus individuelle, qui repose moins sur, tu sais, le transfert de relais, mais un peu plus sur la conscience, apaisée du fait que la mort n'est pas un mal pour celui qui la vit. La mort est souvent un mal pour ceux qui restent. C'est la tristesse des vivants qui nous fait prendre conscience de la gravité de la mort. Mais, par définition, le mort ne souffre plus. Il n'est plus là pour souffrir. Pour certains, la mort est une libération. Tu sais, des fois, quand on a, notre âge à peu près, on se dit: «Bon, bah, si un jour je suis trop diminué physiquement, j'aimerais qu'on m'aide à en finir, j'aimerais qu'on m'aide à partir». On se le dit aujourd'hui ça. On se le dit aujourd'hui parce qu'on est en pleine forme. Mais peut-être qu'un jour on sera fatigué de vivre et qu'on aura, en tout cas, sinon envie de partir, du moins pas envie de prolonger la partie. On n'aura peut-être pas envie de rejouer une partie et de se dire: «C'est bon, j'ai joué, j'ai gagné, j'ai perdu, mais j'ai vu, là je vais me reposer».
Voilà. Repose ici en paix, je me repose ici en paix. Je sais pas si c'est Jules César qui qui aurait dit ça ou s'il a vraiment dit, «Toi aussi mon fils». Mais, ouais, ouais, je te rejoins tout à fait. Il y a beaucoup de choses que tu as soulevées là et beaucoup de choses, finalement, heu, j'ai l'impression que notre salut, si Sartre a dit, «L'enfer c'est les autres», j'ai l'impression que notre salut quand même aussi, c'est aussi les autres. C'est notre relation finalement au monde. Peut difficilement, analysable, finalement. Analyser, ça veut dire, sortir du contexte. Alors, c'est difficile de sortir les choses de leur contexte, aussi bien dans les sciences, du vivant qu'en philosophie, qu'en éthique, dans le monde des idées. Finalement, les autres, c'est ce qu'on essaye, voilà, un enfant ou bien un podcast ou bien un livre, et cetera, on essaye de laisser une trace. Une trace pour qui? Pour les autres. C'est-à-dire nous, Oui. on va partir. Et c'est, plusieurs fois, j'ai l'impression que, justement, tu as on avait l'impression que l'engagement et puis la responsabilité et puis tout ce qui qui porte, qui donne du sens à la vie, justement du côté qualitatif, n'a de sens que si c'est en rapport aux autres. Comme on dit souvent, le vieil adage: «Un arbre qui tombe au milieu de la forêt, personne ne l'entend». Mmh. C'est vraiment ça, c'est, la tristesse, elle est aussi dans les yeux des proches qui perdent quelqu'un de cher, mais aussi, le salut de notre salut, c'est-à-dire le fait de partir sereinement, comme disaient les stoïciens, et Franceschi le dit souvent, c'est-à-dire je préfère partir quand le temps est juste et pas quand je suis, prolongé et étiré, Mmh. un morceau de beurre sur une tartine trop grande, comme disait un autre grand philosophe, Bilbo Sacquet dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, comme ça on aura cité absolument tout le monde. Mais bref, heu, j'ai pensé à quelque chose tout à l'heure quand tu me parlais et je me disais: «Les gens, ils vont croire vraiment, j'ai envie de dire, hyper utilitariste». C'est-à-dire, ils essaient de trouver l'utilité, tu vois, l'utilité de la vie, l'utilité de la mort, non, non, l'utilité d'avoir des enfants. On dit pas du tout qu'avoir des enfants, c'est fait pour nous rassurer et dire: «Ah ouf, je vais pouvoir mourir tranquille». On fait pas des enfants pour ça. Peut-être que inconsciemment, ça nous rassure. C'est ça que je voulais dire. Inconsciemment, ce besoin de transcendance, il est comblé. Mais en faisant des enfants, on se dit pas ça. Sans doute, enfin, peut-être qu'il y en a qui se le disent, mais on se dit pas ça. On fait des enfants parce que le temps est juste et que c'est un bonheur indescriptible que d'avoir des enfants. Et ça me fait penser, comme ça on aura cité le Seigneur des Anneaux, mais on va citer aussi une autre œuvre, puisque tu as fait un épisode sur Vegeta. Donc, si la pop culture est là, autant y aller à fond. Il y a un manga qui s'appelle Dr Stone, que je te recommande vivement. Dr Stone, dessiné par la main de Dieu, Boichi, magnifique les dessins. Et bref, je te la fais courte, dans un monde, un peu dystopique où l'humanité est changée en statue de pierre, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, il y a un scientifique qui se réveille et lui, c'est Albert Einstein, puissance 10 000, qui aurait croisé, Tesla et il va reconstituer la civilisation à partir de rien, à partir de l'âge de pierre, parce qu'il se réveille 3 500 ans plus tard, la pétrification. C'est-à-dire la tout n'est que nature autour de lui et il va reconstituer tout ça. Mais bref, il arrive un moment dans le manga où un petit robot est en gravitation autour de la planète et il gravite dans un satellite. Et il attend des millénaires et des millénaires que ses maîtres, les humains qui l'ont créé, viennent le chercher. Et on voit toute sa pensée pendant vraiment des dizaines de pages. Et il attend ses maîtres, et il attend ses maîtres. Et même ce robot-là, qui est une intelligence artificielle, finit par mourir. Et au moment où il va partir, il dit quelque chose qui, je trouve, une phrase fabuleuse, qui disait: «Une vie d'attente valait quand même le coup». Mmh. Et je trouvais ça très, très beau. C'est-à-dire, il y a pas d'utilité finalement à même une vie où on espère des choses, ça vaut le coup. Mmh. Voilà. Bref, c'était le moment, Ouais, ouais, bah, là aussi, philosophique. ça ouvrirait sur beaucoup d'autres choses Ouais. et ça me fait penser à la conclusion de mon épisode sur Camus, je crois, sur l'absurde justement où il évoque le mythe de Sisyphe, hein, et Mmh. il faut imaginer Sisyphe heureux, Sisyphe condamné à remonter éternellement, enfin perpétuellement le rocher au sommet de sa montagne et finalement réussir à y trouver du sens et du bonheur. Mmh. Donc toute la question de savoir, si le bonheur est dans les choses ou dans notre rapport aux choses, dans notre perception des choses. Mais bon, là, ça nous amène encore sur un très long terrain. Ouais. Il y avait un sujet que je voulais aborder, mais on va y passer peut-être rapidement parce que je pense qu'on l'a en sous-jacent, comme ça, en filigrane, on l'a beaucoup évoqué. Stoïcisme, bouddhisme et phénoménologie, j'ai l'impression que ce sont des outils qui sont beaucoup utilisés de nos jours. Comme Oui. s'ils répondaient
tu vois? Des outils qui datent d'il y a plusieurs milliers d'années, même qui viennent de loin, parce que pour le bouddhisme, qui ne sont pas de notre culture ni notre héritage, gréco-romain et pourtant ça trouve sa place. Et peut-être la phénoménologie, on en parle un peu moins que les 2 autres, mais il me semble que l'apport de ce qu'a fait Husserl et surtout qui est venu s'inscrire en sciences cognitives avec la neurophénoménologie de Francesco Varela et de Maturana. Bref, je trouve que, revenir à l'expérience première de première main, vraiment l'expérience du vécu, de ce que ça Ouais. fait dans la chair, hem, à la fois le stoïcisme et le bouddhisme et la phénoménologie semblent être des outils très qui répondent beaucoup aux problèmes modernes de la société occidentale en tout cas. Est-ce que tu veux en dire un Mmh. mot, Ouais, ouais, je te rejoins dans le constat et je l'attribue en partie à un processus qui date pas d'hier, hein, qui daterait, on va dire, du XVIIe siècle, où on a commencé un petit peu à mathématiser le monde. Mmh, Quand je dis mathématiser le monde, alors, c'est Husserl qui en parle, hein, il parle de Descartes et du fait qu'à partir de Descartes, on commence à envisager le monde, la réalité physique comme une réalité qui nous serait extérieure et que donc on pourrait la mesurer, on pourrait l'observer, on pourrait, sur la base de calculs, la modifier, la transformer, mais il y a toujours cette idée qu'il y a le monde et il y a nous. Et en fait, Husserl nous dit: «Mais ça, c'est totalement contradictoire avec ce qu'on vit». Parce que nous, qu'est-ce qu'on vit? On vit pas, les choses extérieurement à nous, on vit notre rapport aux choses. On est tout le temps en train de vivre le rapport qu'on a aux choses. Alors là, il y a 1000 et une, métaphores possibles pour illustrer ça, mais tu sais, ça peut être, le fameux, comment on appelle ça là? Le trompe-l'œil ou l'effet d'optique, je sais pas comment il faut appeler mmh, ça, de la danseuse avec une robe. Est-ce qu'elle est dorée et noire? Est-ce qu'elle est bleue et verte? Bah, beaucoup de gens se sont amusés à faire le test et on voit pas la même chose. Et on parle pas de: «Oui, mais parce que tu es daltonien» ou je ne sais quoi. Non, non, non. C'est d'une personne à l'autre, sans problème de vue, sans problème optique, on ne voit pas la même chose. Bon, mais ça illustre le fait que ce qu'on voit, ce ne sont pas les choses, c'est notre propre rapport aux choses. Et donc ça se décline absolument à tout. Moi, j'aime bien, donner une autre image, c'est tu sais, le trajet aller, le trajet retour. Il n'y a pas mmh. plus opposé que le trajet aller et le projet Terrible. retour, parce que le trajet retour, c'est là où tu vois tout ce que tu n'avais pas vu à l'aller, puisque tu es dans le sens inverse. Donc c'est pas le même trajet, il n'y a pas plus opposé comme trajet. Mais toujours est-il que le stoïcisme avait déjà vu ça. Le stoïcisme avait déjà vu que notre vie, ce n'est pas le monde, ce n'est pas les objets, ce n'est même pas ce que nous faisons, les personnes que nous rencontrons, les décisions que nous prenons. Notre vie, c'est ce que nous ressentons. Tout ce que tout ce qu'on a vécu depuis notre naissance et tout ce qu'on va vivre jusqu'à notre dernier souffle se passe à l'intérieur de nous. Et donc, tu peux vivre toutes les expériences du monde. Si à l'intérieur, t'es pas là, eh ben, t'es pas là. Donc, t'as pas vécu l'expérience. Tu étais là pendant l'expérience. Mais quelque part, cette expérience, elle t'a échappé finalement. Tu l'as laissé glisser. Donc, le stoïcisme nous ramène à ça, il nous rappelle à ça. Il nous rappelle à la présence et il nous rappelle aussi à la responsabilité émotionnelle, ce que je trouve très intéressant. La responsabilité émotionnelle, c'est de dire que quand il arrive quelque chose et qu'on réagit par l'émotion, ce n'est pas la chose qui est responsable de notre émotion, c'est nous-mêmes. L'exemple que j'adore donner, parce que c'est celui qui parle à beaucoup de monde et j'en ai même fait un épisode, hein, c'est la colère. Quand on dit cette chose m'a mis en colère, cette personne m'a mis en colère, c'est faux. C'est faux. Cette personne a été le prétexte à ta colère. C'est pas pareil. Elle n'en est pas la cause. La colère, c'est toujours nous qui la laissons nous envahir. Et pourquoi nous laissons la colère nous envahir? Parce que nous avons un désir de contrôle. Ce désir de contrôle fait qu'on est allergique et intolérant à tout ce qui sort de notre scénario idéal. On voudrait que les choses se passent de telle manière, elles ne se passent pas de telle manière, résultat colère, résultat énervement, frustration, ressentiment. On peut mettre tous les termes qui sont associés à l'émotion négative. On se rend responsable de notre émotion quand notre émotion est le résultat d'une attente déçue, mais d'une attente que le monde ne nous a jamais promis de satisfaire. On trouverait absurde de se mettre à pleurer parce qu'il pleut
alors qu'on voulait qu'il fasse beau. Même si tu as prévu un barbecue, même si tu as prévu, une pool party avec tes amis et que donc tu espères qu'il fasse beau et qu'il pleut, tu seras déçu, mais tu vas pas lancer des flèches vers le ciel pour punir le ciel de cet affront. Non. Et pourtant, quand les gens font des choses qui nous dérangent, qui nous déplaisent, ou plutôt qu'on laisse nous déranger, qu'on laisse nous déplaire parce qu'elles ne répondent pas à nos attentes, on les accable. On accable les gens comme s'ils étaient fautifs. Comme ce réflexe punitif aussi, hein, je pense qu'il est beaucoup plus puissant que ce on veut bien croire. Et en réalité, à chaque fois, c'est nous qui nous punissons. En voulant punir l'autre, on se punit soi-même parce que le désir de revanche, le désir de punir, l'énervement et la colère, nous sommes les premiers à en pâtir. Nous sommes la première victime de nos émotions. Et ça, les bouddhistes appelaient ça la deuxième flèche. La première flèche, c'est la douleur. La deuxième flèche, c'est la souffrance. La douleur, c'est physique. La souffrance, c'est émotionnel. Quand une situation euh, contrarie nos attentes, c'est la douleur. On surcharge cette douleur d'une déception, d'un ressentiment, d'une tristesse. Donc, c'est la deuxième flèche qu'on qu'on décoche vers soi. Donc, on est responsable de cette souffrance qu'on s'inflige, de ce préjudice émotionnel qu'on s'inflige soi-même. Et c'est en cela, je pense, que le bouddhisme, le stoïcisme, alors là, la phénoménologie de manière un peu plus lointaine, mais quand même, c'est cette idée, voilà, d'être toujours dans le rapport aux choses et jamais extérieur aux choses. Ce qu'on vit, c'est ce qu'on ressent, et ce qu'on ressent, on en est en partie responsable. Les stoïciens disent, nous ne sommes pas responsables de tout ce qui nous arrive, mais nous sommes entièrement responsables de la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Ce qui d'ailleurs est un peu le même propos que Sartre, bien qu'il soit aux antipodes du stoïcisme. L'existentialisme, c'est vraiment très très différent. Mais ils se rejoignent à un moment donné sur la responsabilité et sur le fait que on ne peut pas en vouloir au monde de ne pas avoir répondu à nos attentes. Si quelqu'un ne fait pas ce que tu voudrais qu'il fasse, déjà pose-toi la question de pourquoi tu voulais qu'il fasse ça. Est-ce que c'est parce que ça sert tes intérêts? Auquel cas, eh bien, sers toi-même tes intérêts et n'attends pas que ce soit les autres qui le fassent. Hein, tu sais, c'est le fameux tu devrais, si j'étais à ta place. Oui, mais si tu étais à ma place, c'est bien le rappel que tu n'y es pas. Donc, c'est une phrase qui veut rien dire. C'est parler au conditionnel, il faudrait que, c'est la preuve qu'on ne peut pas parler à l'indicatif. C'est la preuve que, ben, ce qu'on dit est abstrait. Donc, ça sert à rien d'une certaine manière. Donc ça part dans le vide directement. Donc soit on sert soi-même ses propres intérêts et on n'attend pas que ce soit les autres qui les servent, ou soit on voulait que l'autre fasse ce que finalement il n'a pas fait, pour d'autres raisons que ses intérêts personnels, à savoir le désir de contrôler ce que fait l'autre, le besoin de contrôler. Parce qu'il y a presque un besoin compulsif que le monde obéisse, que le monde se plie à notre volonté. Et ça, c'est simplement la traduction d'une insécurité psychique. On désire d'autant plus contrôler les autres qu'on a peur que le contrôle nous échappe. Donc c'est à soi-même, de régler son problème d'insécurité psychique et de ne pas le reporter sur les autres en attendant qu'ils fassent des choses qu'on voudrait qu'ils fassent. Parce que ça suffit de punir le monde et souvent notre entourage le plus proche de nos propres anxiétés, de nos propres insécurités. Hein. C'est pas normal que avec ses amis, on ait plus de problèmes que sans ses amis, puisque ce sont des personnes avec qui on est censé partager de l'amour, de la joie, de l'entraide, et pas du reproche, pas de l'attente, pas de l'impatience ou cette contractualisation du rapport à l'autre qui fait qu'on va faire peser sur l'autre une sorte de pression sur la manière dont il se comporte. Là, c'est quand même, et c'est là où je soulignerai quelque chose qui est souvent assez peu vu sur le stoïcisme, c'est que c'est une philosophie beaucoup plus libérale dans les relations humaines qu'on pourrait le croire. Parce que le stoïcisme, en gros, il te dit: «Laisse vivre ton voisin. Laisse-le vivre, laisse-le libre, parce que ce qu'il fait le concerne. Ça ne te concerne pas». Alors oui, si tu subis son comportement,
tu as le pouvoir de réagir de telle sorte que tu ne subisses plus de préjudice de son comportement. Pas en t'énervant, pas en te mettant en colère, mais simplement, soit en fixant des limites, soit en te retirant de la situation. Il y a plein de moyens de ne pas subir ce qu'on ne veut pas subir. Mais laisse l'autre libre dès lors, au moins, que ça ne te concerne pas, hein. Et on est devenu expert dans l'art, de juger négativement, hein. Il y a toujours cette, c'est bizarre parce que le mot juger, en soi, il n'est pas négatif, mais pourtant quand on dit à quelqu'un: «Ne me juge pas», ça sous-entend: «Ne me juge pas négativement», hein. Et 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 le jugement, c'est quand même l'encombrement de l'esprit par des pensées stériles. Parce que quand tu juges l'autre, tu juges des choses qui bien souvent ne te concernent pas. Donc tu te remplis d'informations totalement inutiles pour toi parce que ça ne te concerne pas. Et pendant ce temps-là, tu n'es pas préoccupé par ce qui te concerne, par ce qui t'importe, par ce que tu devrais faire justement, plutôt que de te soucier de ce que fait l'autre. Mmh. Comme tu disais, ça, je pense que ça témoigne énormément d'insécurité. Merci pour ce discours. Vraiment, merci beaucoup. Une époque de l'humanité où on confond beaucoup droit et devoir. On crie ses droits sur tous les toits, alors qu'on devrait s'intéresser à ses propres devoirs avant tout. Il me semble que c'est ça l'adulte, hein. Je pense que prendre sa Ouais, liberté quand on est adolescent, à la fin de l'adolescence, on prend sa liberté, ça veut dire qu'on embrasse complètement ses responsabilités. Moi, je vois vraiment une égalité entre la liberté et les responsabilités. Et donc, de parler de ses devoirs, au lieu de proclamer ses droits, comme tu l'as très bien décrit, voilà, on surtout exige, quand notre revendication de droit, se matérialise concrètement par le retrait des droits à l'autre. oui, Hein. Cette vision conflictuelle du droit, elle est aussi elle en dit assez long sur cette rivalité permanente qu'on entretient avec l'autre, c'est-à-dire qu'il faudrait lui enlever des choses, pour qu'il nous en apporte. yeah, Tu sais, c'est le fameux, alors après chacun en pense ce qu'il veut, mais c'est le fameux, hem, «Oh ça tu pourrais le faire pour moi». Et souvent, c'est précédé d'une demande, totalement extravagante ou qui n'a pas lieu d'être, ou la personne te demande un truc dont elle sait que tu n'as pas du tout envie de le faire et qui, en plus, fondamentalement, ne lui est pas essentiel. Et ce «tu pourrais le faire pour moi», ça dit beaucoup de choses. Ça sous-entend que parce que tu es mon ami ou parce que tu m'aimes, tu devrais accepter de te faire du mal pour me faire du bien. Mais comment se fait-il que tu me demandes de me faire du mal pour te faire du bien? C'est quand même assez étrange comme demande. ouais. De demander à la personne de faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire et ça nous procure du plaisir. En psychologie, ça s'appelle le sadisme. Donc je trouve ça, à minima, intéressant d'y réfléchir. Ouais, bien sûr. Un minima, comme tu dis, j'appellerais ça, l'enfance. On a encore du mal à différencier, ce qui est convenable, soit sa maman, sa propre individualité. En tout cas, le bouddhisme nous dit bien que si on reste, sur l'illusion d'un soi permanent, quelque chose à protéger, un précaré là qu'il faut absolument protéger et c'est moi-même, on bouclera indéfiniment dans la roue du karma, la roue de l'éternelle Ouais, insatisfaction et que il faut heu, comme point de départ, briser, cette ouais. croyance limitante encore une fois, on retombe sur quelque chose qui serait impermanent qui serait, justement un soi, qui Mmh. serait permanent, et donc un rapport à la mort qui est complètement, distancié alors que la mort est la vie, EST. Hem, bon, Charles, je vais pas prendre trop de temps parce qu'il nous reste quelques minutes. Hem, J'aurais aimé quand même qu'on parle d'un vrai sujet, qui est l'entraînement. Parce Mmh. que j'ai entendu dans une FAQ que tu t'entraînais, que tu aimais ça. Et pour moi, très rapidement, le rapport au corps chez un penseur. Voilà, tout simplement. Platon et les autres, je pense qu'ils allaient au ludus. Mmh. Ils allaient utiliser leur corps. Est-ce qu'on ferait pas mieux de sortir d'une certaine forme, encore une fois, de dualisme on oppose corps et esprit. Je sais très bien que moi aussi je fais pareil, je dis corps et esprit, donc j'ai besoin de la dualité pour parler à mes compatriotes et confrères. Mais force est de constater que c'est très difficile de séparer l'un de l'autre. Pourtant, on le fait, j'ai l'impression, beaucoup. Heu et ben voilà, Charles, tu représentes quelqu'un qui aussi, aime, t'entraîner, quoi.
Ouais. Alors après, je suis un très, très mauvais exemple, d'assiduité sportive parce que, je suis très irrégulier dans ma pratique. Là, par exemple, j'ai repris il y a quelques mois. Ça me fait du bien. Après, il y a aussi, il y a aussi, l'intérêt, pour le bien-être mental de faire du sport, hein, qu'il faut surtout pas négliger. Je veux dire, le sport, bah, ça libère certaines hormones qui sont propices au bien-être, à la détente. Bien-être et détente qui sont eux-mêmes propices à une réflexion clairvoyante, lucide et à une forme d'efficacité dans le travail également. Parfois, prendre le temps d'aller à la salle, c'est paradoxalement prendre le temps d'être efficace dans son travail, parce qu'on travaille mieux quand on se sent un peu plus léger après une bonne séance de sport. Bon, il y a aussi cet aspect-là. Maintenant, je ne peux que te rejoindre sur le triste constat selon lequel on associe, dans l'imaginaire en tout cas, le penseur à celui qui, n'a pas d'activité physique, à celui pour qui le sport, c'est au mieux une petite activité qui nous fait perdre un petit peu de temps sur, la réflexion ou tu sais, c'est: «J'ai pas le temps d'aller au sport, j'ai un livre à écrire». Bah, très bien, hein. D'ailleurs, on peut écrire un livre et puis aimer, faire de longues marches méditatives, en forêt ou des randonnées. Je veux dire, le sport, c'est pas non plus que la salle de musculation, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais en tout cas, on a cette image que, bah, si on est dans l'esprit, on n'est pas dans le corps et inversement. C'est l'image aussi que le stéréotype, hein, du sportif bête. Bon, bah, il faut fréquenter des sportifs pour te rendre compte que, il y a pas plus porté sur la réflexion, sur l'examen, sur l'autocritique et l'analyse qu'un sportif. Parce que le sportif, de toute façon, son corps, c'est son premier instrument, mais son esprit, c'est son deuxième, parce que s'il ne tient pas compte des informations que son corps éprouve, il va juste abîmer son corps et il ne va même pas progresser. Donc le sportif, il est obligé constamment de renouveler, ses propres certitudes, sur sa discipline et sur sa pratique de la discipline. Hem, Platon Platon, tu sais, c'est un surnom. C'est pas son vrai nom, Platon. Il Larges s'appelait, épaules, non, c'est ça? oui, c'est ça, le costaud, le large d'épaule et il pratiquait, le pancrace. D'ailleurs, je mets en scène dans ma bande dessinée, en Philorama, heu, un entraînement de lutteur, Ouais, génial ce d'ailleurs, il y a passage. il y a une petite référence à un youtubeur qui pratique les sports de combat dans cette page et Socrate passe devant ces lutteurs et puis il commence à les critiquer, en disant, «Regarde ces jeunes, ils sont robustes, ils sont vaillants, ils entraînent leur corps, mais quand prennent-ils le temps de cultiver leur âme?» Et puis, voilà, s'ensuit une discussion sur qu'est-ce que le courage? La fameuse question, socratique. Et puis un des lutteurs entend Socrate et lui dit: «Tu viens nous montrer un petit peu, ce que ça donne la philosophie sur le terrain, parce que pour l'instant tu commentes, tu ne fais que commenter». Et c'est vrai que on oublie parfois que le philosophe, il commence par traiter, les problèmes qui se posent et les problèmes qui se posent, ce sont les problèmes qu'on rencontre dans la vie concrète, dans la vie réelle et que, la philosophie comme pure spéculation à partir de théories qui sont elles-mêmes spéculatives et que personne ne comprend, bah, c'est une approche déjà très récente et selon moi, vraiment loin d'être la plus intéressante de la philosophie. C'est un peu la philosophie réservée, la philosophie snob, la philosophie élitiste. La philosophie comme art de la distinction intellectuelle et très souvent accompagnée d'un certain mépris, que ce soit un mépris de classe ou un mépris du corps, hein. Bon, je pense que les gens auront compris que c'est pas du tout ma manière de concevoir la philosophie et que je cultive volontairement cette image de quelqu'un ancré dans la réalité. C'est-à-dire que très souvent, quand on me voit et qu'on me dit, «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Je dis: «Bah, je fais de la philosophie». «Ah, on dirait pas». Et tout de suite, la personne se reprend et dit: «Enfin, excuse-moi, hein, c'est pas une critique». Je dis: «Non, mais non seulement c'est pas une critique, mais je le prends comme un compliment parce que ça veut dire que quand on sait l'imaginaire qu'on a de ce qu'est un philosophe, personnellement, j'ai pas envie d'y ressembler, mais vraiment pas». Et je me considère comme étant quelqu'un de normal qui aime la philosophie. Pas comme un philosophe qui cherche à comprendre les gens normaux, si tu veux, parce que c'est souvent dans ce sens que Mmh. ça se passe. Ouais. Heu, les grands esprits qui vont sur le terrain.
Alors pour eux, être sur le terrain, ça veut dire, heu, aller, dans les marchés, aller dans les banlieues, aller dans les bars. Tu sais, ils font une étude de terrain. Ouais. Ce qui Éléphant dans un ouais, magasin de porcelaine un peu. Ouais, c'est ça. Ils descendent un peu de leur tour et puis ils visitent le réel. C'est ça. Et la preuve qu'ils n'en sont pas, parce que s'ils Oui. en étaient, ils n'auraient pas besoin de le visiter, ils le connaîtraient. Bon, je pense que si, on parlait tout à l'heure au tout début de l'engouement des gens pour la philosophie, via ma chaîne, entre autres, vient aussi du fait que quand on a cette approche concrète de la philosophie, beaucoup de gens s'aperçoivent qu'en fait, la philosophie, c'est fait pour eux aussi, du moment qu'on leur en parle dans des termes qu'ils puissent comprendre. Ça veut dire que le jargon technique, je dis pas que je suis le premier à l'employer, hein, attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est pas important ou que ce n'est que, du verbiage fumeux. Non, 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 non. C'est important le concept, mais ce qui est plus important, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière le concept et donc de comprendre le sens de ce qu'on dit et ensuite d'y accoler le concept qui correspond à ce qu'on vient de dire. Parce que c'est toujours bien de manipuler les concepts, ne serait-ce que pour être plus à l'aise dans la lecture ou dans l'échange. Moi, je suis pour que les gens normaux se réapproprient la philosophie et le bagage culturel, lexical, conceptuel. Je pense que ça appartient à tout le monde, mais juste il faut se mettre au même niveau que les gens, quoi. Et ne pas les regarder dans une position surplombante en leur disant: «Écoutez, moi, je vais vous expliquer la philosophie. Vous n'allez rien comprendre, mais si vous ne comprenez rien, c'est bien la preuve que je suis quand même plus intelligent que vous». Tu vois? Ça existe, ça existe, consciemment ou inconsciemment. Mais même consciemment, ça existe, hein. Une manière d'asseoir son autorité par, tu sais, comme on dit, du capital symbolique. Ouais, ouais. Moi, j'adore quand des gens critiquent un de mes épisodes en disant que c'est superficiel, parce que je détecte dans leurs commentaires tous les signes du désir de distinction culturelle et symbolique. Le fait d'employer le mot compliqué, qui fait qu'on comprend moins ce qu'il veut dire que s'il avait employé le mot simple. Il y a que quelqu'un qui en désire de valorisation symbolique qui fait ça. Mmh. Et tu sais que quelque part tu entres vers une forme de sagesse quand tu te dispenses de satisfaire ce besoin de distinction symbolique. Et quand tu parles avec les gens et ce qui te préoccupe, c'est: «Est-ce que je vais me faire comprendre?» Pas: «Est-ce que je vais passer pour?» hein? Parce que passer pour, c'est le meilleur moyen de n'être rien. Donc, donc oui, le sport, le corps, j'en parlais quand je suis passé chez Jérôme, que tu connais de la chaîne Biomécanique. Et on On parlait de la l'embrasse. superficie. Comment? Et on l'embrasse. Et on l'embrasse, ouais, d'ailleurs, merci de nous avoir mis en contact. Et on parlait de la superficialité, notamment la superficialité telle qu'elle peut s'exprimer sur les réseaux sociaux, qui est réelle, hein. Et moi, je disais, il y a quelque chose qui m'agace beaucoup plus que les gens superficiels sur les réseaux, ce sont ceux qui critiquent les gens superficiels, parce qu'ils ont tôt fait de, les mettre dans une case de personnes superficielles, de personnes qui ne réfléchissent pas, de personnes qui, parce qu'elle va à la salle, ne seraient préoccupées par rien d'autre que par son apparence physique. Et donc, les personnes qui critiquent les gens superficiels sont les premiers à faire preuve de cette superficialité qui consiste à juger quelqu'un sur les apparences. Donc je me méfie toujours de la distribution, des points de valeurs culturelles, de valeurs symboliques et intellectuelles et j'attends de voir ce que ça donne dans la durée, hein, ce sont souvent les plus jeunes, les étudiants, qui sont les plus prompts à donner des leçons de qu'est-ce que c'est que la vraie pensée, la mauvaise pensée, qu'est-ce que c'est qu'une pensée vulgaire ou une pensée, de valeur. J'attends de voir 10 ans, 15 ans, 20 ans, si le discours est le même ou pas, mais généralement ça tient pas la durée. Ça tient pas la durée parce qu'à un moment donné, la vie, ça s'incarne et dans une vie incarnée, on fréquente des gens de tout milieu ou pas d'ailleurs, hein, il y a des personnes qui restent un peu dans leur ghetto social. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on abandonne au bout d'un moment ce désir de briller intellectuellement qui passe par le verbe et pas par le sens. Et je trouve que ce qui est important et ce qui nous relie, on parlait du lien tout à l'heure, heu, pour moi, c'est ça le propre de l'homme, hein, c'est la capacité à créer du lien. Quand on est en lien avec les autres et quand on a, une vie sociale, riche, active, on sécrète, je sais plus si c'est, de l'ocytocine, on sécrète une certaine hormone du bien-être social. Les danseurs le savent très bien. Moi, j'ai pratiqué la danse pendant des années.
quand tu vas danser avec des inconnus pendant toute une soirée, pendant 3 heures et que tu rentres chez toi, tu as l'impression d'avoir pris pas un antidépresseur, mais un relaxant. Tu te sens apaisé, apaisé. Tu as le sourire sans forcer. Tu te sens bien parce que tu as partagé des moments incarnés qui t'ont fait produire des hormones du bien-être. Et là, il y a plus de recherche, de distinction intellectuelle, de besoin de prouver. Oui, mais attends, moi j'ai compris quelque chose, je vais t'expliquer. Moi j'ai lu, donc je sais. Tout ça, ça disparaît. Et je pense qu'il n'y a rien de plus dommageable pour l'image de la philosophie. Alors après, la philosophie, c'est comme l'univers, hein, ça se moque de son image. Mais toujours est-il qu'il n'y a rien de pire pour l'image de la philosophie que de croire et que de l'enfermer dans cette image de, de, de l'intellectuel allergique au sport, allergique au corps, euh, qui vit dans une sorte d'éther où il est tout seul. Merci. C'est tout ce que je voulais entendre. Non, Moi, j'ai pas super. raté. Merci. Merci beaucoup. Euh, J'avais prévu de tendre un petit piège, mais si tu me dis oui de la tête, alors je te le tends. Si tu me dis oui, je te le tends. 10 philosophes incontournables. Je sais que c'est pas facile de dire ça, mais 10 philosophes incontournables, comme ça, en rapid fire, comme on dit, qui, selon toi, tu peux partir des présocratiques si tu veux, qui, selon toi, sont, voilà, tu rencontres quelqu'un demain qui te dit, franchement, moi, j'ai jamais lu un livre de philo, mais j'ai découvert ta chaîne et j'adore, tu vois, je trouve ça passionnant. Allez, qu'est-ce qu'il faut que je lise en diagonale, là, pour me faire Mmh. l'histoire un petit peu de la pensée occidentale? Allez, une dizaine. Ouais, bah, ça je peux le faire parce que du coup, c'est un peu le format de ma chaîne de parler des philosophes et donc j'en ai tout un catalogue. Et je tiens compte de ta demande, c'est vraiment pour se faire une idée de l'histoire de la pensée qui est celle que je maîtrise, c'est-à-dire l'histoire de la pensée occidentale avec Oui. des guillemets. Bah, on commencerait peut-être avec Héraclite. On irait sur Platon. Alors, je vais en sauter, les gens vont me dire, mais pourquoi tu as sauté lui? Bah, un Mais peu, c'est la voilà. question. Je suis obligé de, voilà, c'est moi qui t'impose ça. Mais C'est moi par qui exemple, t'impose tiens, ça. là, je vais me faire jeter des lanternes, mais c'est pas grave. À choisir entre Platon et Aristote, je choisis Platon. Ah bah, clairement. Et à Bon, choisir entre Démocrite et Héraclite. Et tu choisis je Héraclite. choisis Héraclite, moi, quand même. Bon, on est d'accord. Je choisis Héraclite, ouais. Parce que c'est celui qui m'a le plus stimulé dans sa pensée. Bah, bien sûr. Heu et en plus, Démocrite, je l'ai Et mis en stand-by, comme on dit, parce que j'ai un collègue youtubeur qui s'appelle Philoman, que je salue au oui, passage, qui a parlé de Parménide et qui a tenté d'expliquer qu'en fait, on comprenait mal, avec les traductions qu'on a de Parménide, ça nous est passé un peu à côté du propos et donc ça mériterait que je le relise avec la nouvelle traduction pour bien comprendre. Donc pour l'instant, je le mets OK, un peu de côté, Parménide. Et du OK. coup, Héraclite, Platon, bon, oui, les stoïciens quand même, je mettrais Épictète, tiens. Parmi les stoïciens, je préfère Épictète. Ancien esclave, donc forcément, je me sens une proximité, sociale avec lui que je n'aurais pas avec un empereur. OK, OK. Je me sens moins proche des puissants que des esclaves. Mmh. Hem, Ensuite, on pourrait aller sur saint Augustin. Je réserve un enfin je Oui, c'est ça, je réserve un épisode, d'1 heure sur le la libido chez saint Augustin et j'espère Ah qu'il oui, va intéresser un maximum de gens. Donc saint Augustin, ça fait déjà 4, hein. ouais. Bon, bah, je mettrai Descartes. Ah ouais, mais là, ça me nuise très vite parce qu'il y a Spinoza après Descartes. Bah, je OK. mets Spinoza aussi, tant pis, hein. J'ai dit tout à l'heure, il faut que j'assume, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait, respecter les penseurs, qui nous avaient précédés, donc tant pis, il y aura pas beaucoup de contemporains. Après Spinoza, je mettrai, bah, tant pis pour Kant, tant pis pour Kant, je mets Hegel. OK. Mais bon, en disant que je ne mettais pas Kant, je l'ai cité, donc voilà. Et je mettrai Marx aussi. Alors je pourrais mettre que Marx parce que Marx contient Hegel, mais bon, c'est pas pareil. Donc je mettrai Mmh. Hegel, je mettrai Marx. Et alors sur la fin, j'ai sauté, Schopenhauer, je suis en train de sauter Nietzsche aussi, tant pis. Je vais mettre, j'ai pas envie de dire Husserl, parce que je serais hypocrite de citer Husserl comme s'il m'avait autant influencé et intéressé que tous ceux que j'ai cités avant lui et Ouais, c'est pas le cas. d'accord. Voilà, Husserl, j'y suis revenu
récemment, quand j'ai fait mon épisode, je l'ai étudié quand j'étais à la fac, mais ça m'avait pas du tout passionné, clairement pas. Donc je le mettrai pas. Et alors les Et pour un contemporains, ouais, dis-moi? je te laisse finir. Je te laisse finir. Bah, j'allais dire les contemporains, je les lis assez peu les contemporains. Ah bah si tiens, récemment, René Girard. OK. René Girard, alors lui j'y tiens. En plus, je suis très fier parce que René Girard, je l'ai vraiment réellement découvert, cette année avec mes 2 épisodes sur lui. Il y en a un troisième qui est en préparation, peut-être même un quatrième. Ouais. Et je me suis rendu compte que dans ma bande dessinée Philorama, la double page centrale, on a fait une frise chronologique et le tout dernier philosophe, celui qui arrive vraiment, à la fin de la frise, c'est René Girard et je suis content que ce soit lui qui conclut la frise parce que c'est vrai qu'après René Girard, j'ai pas été convaincu par les autres aspirants philosophes contemporains. Donc René Girard serait le 10e, il manque un 9e. Qui je pourrais mettre? Je sais pas si tu as des noms à me suggérer? Mmh mh. Donc avant Girard. Après ça peut être Ah bah, aussi, un Merleau-Ponty, si tu as pas mis Husserl ou un truc comme ça. non Ouais. plus parce que je te dis que la phénoménologie, je l'ai pas assez étudiée pour pouvoir m'en prévaloir. Oui, oui, oui. D'accord. Mais par contre, je mettrais bien un écrivain, je mettrais Camus. Camus, je le cite souvent dans mon panthéon qui est un peu toujours le même depuis des années, c'est-à-dire, Hegel, Platon, Spinoza, Camus. Mmh mh. Ça peut varier, le podium des fois varie un petit peu, mais on reste sur ces tendances-là et Camus, j'ai un attachement affectif envers Camus. J'aime, j'aime ce qu'il m'inspire de son humanité Mmh. et je peux me tromper, mais je m'en fiche parce que je le rencontrerai jamais Camus. Donc je reste sur l'impression qu'il dégage et je sens une humanité en lui que je ne sens pas, chez beaucoup de philosophes Mmh. et du coup, tu sais que je sens que c'est quelqu'un qui est capable d'écrire un essai pour contredire ce qu'il pense. Ouais. Si à un moment donné, il sent le besoin de penser contre lui-même, tu sens qu'il est capable de le faire et c'est très Mmh. rare. Mmh mh. C'est extrêmement rare. Pour ça que quand un Sartre, critique, c'est même plus que critiquer à ce niveau-là, Camus, parce que Camus n'est pas communiste, parce que Camus n'est pas, pro Goulag et pro Staline. Je schématise, mais c'est un peu ça l'idée, hein. Je me dis: «Mais si tu avais le 10e de la radicalité en termes d'honnêteté, de sincérité, avec lui-même qu'avait, Camus, c'est une blague, quoi. C'est une blague à ce niveau-là. Donc non, non, Mmh. moi Sartre, je lui reconnais des qualités intellectuelles indéniables, des qualités philosophiques indéniables. Je ne suis pas dupe sur, ce qui vient de lui, ce qui ne vient pas de lui. Je ne suis pas dupe sur le décalage, pour ne pas dire l'incohérence entre son discours et sa pratique. Mais il n'empêche qu'il y a des fois où, en le lisant, je me suis dit: «C'est quand même pas mal». Mais Camus quand même, c'est pour ça, je voulais pas mettre Sartre, mais Camus, ouais, sans problème. Trop bien. Bon, bah, finalement, il a transcendé sa propre finitude avec de l'humanisme. C'est ça qu'on retiendra de lui, donc c'est beau. Exactement. Trop bien. Merci Charles. Cet épisode qui est passé, comme un claquement de doigts, mais c'était C'est génial. vrai. Bah, tu vois le distinction temps et durée, durée très courte. Durée Direction courte. ressentie, tu vois, température ressentie, bah, durée ressentie très courte et bah, Ouais. j'espère qu'il en aura été de même pour nos auditeurs, mais en tout cas, c'était passionnant d'avoir Ouais, ces ouais. discussions avec toi. Bah, pareillement. Merci infiniment. Tu as des projets en cours, notamment ce livre, hein, qui va bientôt Oui, sortir? bah, c'est Ouais. très bien parce que du coup, ceux qui sont encore là, ceux qui sont encore parmi Partez nous, pas! sont vraiment ceux qui sont le plus susceptibles d'être intéressés par ce que je vais C'est dire, ça, exactement. précisément parce qu'ils sont encore là. C'est que je sors un livre, alors c'est fin août, le 27 août 2025. J'avais OK. annoncé septembre, mais ce sera fin août. Bon, tout dépend de quand vous allez écouter cet entretien. Si vous l'écoutez avant le 20 juin, le livre n'est pas encore en précommande. À partir du 20 juin et jusqu'au 27 août, le livre est disponible en précommande. Ça s'appelle «La philosophie, c'est pour vous aussi». Mmh. Disponible sur Amazon, disponible, Fnac, Virgin, enfin tous les sites marchands de libraires et aussi chez votre, libraire, s'il a eu le bon goût de commander mon livre.
Non, mais c'est un livre dont je suis très fier et donc je vais faire ce que j'ai très peu fait, faire avec Philorama, je n'ai et que je vais vraiment vendre, ce livre parce que c'est une création dont je suis très fier et je vais pas hésiter à en faire la promotion. Donc ce livre, s'adresse à vous si, la philosophie vous intéresse, si vous débutez la philosophie, si vous voulez offrir à quelqu'un, l'occasion de s'initier à la philosophie ou même l'occasion de développer pour vous, vos connaissances en philosophie à travers des situations concrètes. Puisque le livre est organisé ainsi, 20 chapitres. Chaque chapitre commence avec une histoire, soit fictive, soit réelle ou soit inspirée de la culture populaire. Et ensuite, j'amène cette histoire vers la pensée d'un philosophe que j'explique dans des termes qui se veulent accessibles et concrets. Donc voilà, ce livre, La philosophie, c'est pour vous aussi. Trop, trop bien, magnifique. Super. Bon, bah, je pense que en restant connecté à tes différents réseaux, de toute façon, ils auront l'annonce, hein. Voilà, Mais à partir du 20 juin, il y a les précommandes, en tout cas. Et comme ça, on passe une belle rentrée, puisque 27 août, ce sera peut-être un petit peu la fin de l'été, mais mmh, à la rentrée, le livre de la rentrée, ce sera le tien. exactement. Magnifique. Super. Bon, merci infiniment, Charles, pour ton Bah, temps. c'est moi qui te remercie Vraiment, infiniment. c'était super. Vraiment. Tu seras de retour pour le deuxième livre sur la chaîne. Ah bah, avec grand Euh, plaisir. Avec plaisir. Voilà. Ouais. À bientôt. Bye Merci à bye. toi. Ciao. Ciao, ciao.